Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant 3 jours au Festival international de la BD d'Angoulême ? C'est une bonne question. Du coup, entre conférences, dédicaces et interviews, suivez-moi pour découvrir le festival sous un tout autre angle. D'ailleurs, je profite de cette introduction pour remercier toutes les personnes qui vont intervenir dans cet épisode. Et aussi, au vu de l'actualité et des horreurs commises, Chloé, on te croit. Maintenant que ça c'est dit, prenez vos tickets, passez la sécurité, et découvrons tous ensemble la 52e édition du FIBD. Allez, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anthropods. Vous l'avez entendu en introduction, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Là je vais parler un peu à la one again, de manière assez libre. Mais aujourd'hui je voulais vous proposer un épisode, donc un peu spécial, je l'ai déjà dit, qui est une sorte d'immersion au sein du FIBD de nombreuses manières. Vous verrez, aujourd'hui nous avons l'immense chance de rencontrer 3 personnalités du monde du manga. Merci encore à eux, je vais beaucoup me répéter durant l'épisode. Mais voilà, je trouvais que c'était pas mal de vous accompagner avec moi dans ce festival de la BD qui aura vu de nombreuses personnalités. Je vais d'abord présenter celles dont on ne parlera pas aujourd'hui, parmi tous ces artistes que j'ai eu l'honneur et la chance de voir. Je pense notamment à John Romita Jr., que vous connaissez très certainement pour tout son travail sur Spider-Man, The Amazing Spider-Man, qui a succédé à son père, et avant, qui avait précédé qui a succédé, à Jack Kirby. Bref, une légende, qui a aussi travaillé sur Thor, qui a aussi travaillé sur Daredevil. Bref, une sommité. La masterclass était incroyable, il a pu parler à de nombreux artistes, à de nombreux gens, du public, et aussi a pu parler de son histoire et de son immense respect envers son père, de toutes ses influences, etc. Voilà, donc ça c'était John Romita Jr., il y a eu aussi Joe Quesada, qui en plus est venu faire des interviews et des dédicaces sur le stand de Delcourt, pour sa nouvelle BD, si je me trompe pas. Voilà. Pareil, Singelin pour son nouveau manga, /comics, roman graphique, parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Donc il signe avec Bablé sa nouvelle histoire Shin Zero. Bablé qu'on avait retrouvé pour Carbone et Silicium, et donc Singelin que vous connaissez très certainement pour Frontiers aux éditions 619. Bref. Il y avait plein de choses, c'était incroyable, le stand Manga City était phénoménal à côté de la gare, un peu excentré, bien sûr, mais très sympa au niveau des stands. Et justement, en parlant de stands, cette année ça a été l'occasion pour moi de rencontrer différentes personnalités du manga. Vous le verrez tout au long de l'épisode, j'aimerais avec vous me balader dans le festival et surtout assister aux masterclass. Qu'est-ce que ça veut dire, assister aux masterclass ? C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion et l'opportunité folle d'assister à 3 masterclass un peu particulières, c'est-à-dire des interviews avec des auteurs. Celle de Go Tanabe, celle de Kamome Shirahama et celle de Makoto Yukimura. Le premier est auteur des chefs-d'œuvre de Lovecraft, la deuxième, l'Atelier des sorciers, et enfin, le dernier, a signé Vinland Saga. Bref, des sommités du manga, ça tombe bien, on adore parler de manga ici. Et en plus de ça, il y avait des expositions pour chacun des auteurs. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer avec la toute première masterclass, celle qui était organisée jeudi à 15h et qui fait l'honneur à la légende qu'est Go Tanabe. Alors, j'ai pris des notes. Vous me direz en commentaire si cela vous a intéressé, mais tout au long de cette masterclass qui a duré 1h30, Go Tanabe nous a parlé de son parcours en tant qu'auteur, et notamment, en introduction, du fait que le manga lui a permis de sortir de sa solitude. En effet,
grâce à des inspirations comme Kitaro le repoussant, en fait, il a été très vite introduit au monde de l'étrange, et grâce à son père, justement, il va découvrir le dictionnaire des monstres, un dictionnaire qui l'introduira donc à ces monstres qu'il adore tant et qui pour lui sont le summum de l'originalité. Cette appétence pour les monstres va justement l'amener à s'intéresser au dessin. Alors, dans un premier temps, il pensait à être peintre, mais très vite, il va s'orienter vers le manga, et c'est avec sa 26e œuvre qu'il découvrira le véritable métier d'auteur. En tout cas, il découvrira enfin le succès. Et justement, quand on lui disait, après tant d'abnégation, parce que 26 œuvres, c'est quand même beaucoup, il expliquera que pour faire une bonne histoire, ce qui compte, c'est de s'entraîner à l'illustration et de rendre hommage, de rendre honneur à d'autres histoires. En effet, il disait qu'il n'était pas à la hauteur de grands auteurs comme Gorky, Tchekhov ou Lovecraft. Mais donc, c'est en dessinant ces fameuses œuvres qu'il leur donnait une sorte d'hommage. Et notamment avec Lovecraft, il y a tout un travail de l'ombre. En effet, c'est à travers Lovecraft que Go Tanabe trouve, on va dire, son pinacle. C'est là qu'il est satisfait, en fait. Et donc, à travers ce dessin, eh bien justement, c'est un travail d'orfèvrerie qui commence, puisque on le voit notamment à travers son exposition. Ce n'est non pas une composition en une ou deux planches, mais bien en différents modèles, différentes planches qui vont se superposer les unes avec les autres, avec un travail 3D en amont notamment. Et donc avec toutes ces planches, celui-ci va essayer de travailler l'ombre et de rendre hommage à tous ces monstres qu'on ne peut imaginer. Alors, ça fait déjà un certain temps que je parle, je pense qu'il vaut mieux que je me taise un peu, et donc je laisse place à mon premier invité, qui est Rémi Poncé des éditions Kiyun. À de suite. Alors, vous l'avez entendu à l'introduction, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, en tout cas cet épisode est un peu spécial, parce que nous avons parcouru pendant 3 jours le Festival international de la BD d'Angoulême, et pour cette première interview, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir Rémi Poncé. Bonjour Rémi. Bonjour, honneur et plaisir partagés. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, je suis le responsable événementiel donc de AC Media. AC Media, c'est le nom de société qui regroupe les maisons d'édition Kiyun pour le manga, Lumen pour la littérature jeunesse, jeune adulte, Mana Books pour manga, artbook et tout ce qui va être univers jeux vidéo, pop culture, et également le tout dernier né Manga Nova, qui est la plateforme de lecture gratuite et légale. Voilà. Magnifique. Alors, question que je vais poser à tous mes invités aujourd'hui. Qu'est-ce que fait Kiyun au FIBD ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait là ? Non, un peu comme sur tous les salons, c'est un moyen de conserver un lien avec notre lecteur, d'être présent aussi en dehors de Paris. Au FIBD, il y a une particularité, et surtout cette année, nous, c'est qu'on a une opportunité d'avoir une exposition et un invité officiel en la qualité de Go Tanabe. Donc voilà, on est très heureux d'être là. C'est un moyen, le festival de la BD permet un peu d'anoblir le manga dans son traitement des auteurs, et ça touche énormément les éditeurs et auteurs japonais, donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Ok, magnifique. Tu viens de le citer, Go Tanabe, l'une des stars de ce festival, avec l'exposition, des séances de dédicaces, et puis même votre stand qui a les couleurs des chefs-d'œuvre de Lovecraft, la collection qu'il dessine. Kiyun a l'air de souvent mettre en avant cet auteur. Je pense également à l'Entre Kiyun, disponible tout le mois de juin à Paris, si je me trompe pas, c'est ça ? Alors c'est pas aussi long, mais oui. Alors c'est un peu lié, effectivement, l'Entre et notre présence à Angoulême et le stand cette année. Tout commence en fait en 2020, où on devait déjà avoir le plaisir de recevoir Go Tanabe en France. C'était pour le Festival du Livre de Paris, feu Festival du Livre de Paris, puisque année Covid et annulation. Et donc on avait développé à cette occasion un stand aux couleurs de Lovecraft et de Tanabe,
avec des tentacules géantes de 5 mètres, une tête de Cthulhu. Et ça a dormi pendant des entrepôts puisque le festival a été annulé. Et après, je la fais courte, mais pour retrouver encore une fois ce lien avec les lecteurs dans une période où il n'y avait plus de festival, on a décidé de monter une boutique éphémère, donc l'Antre. Et quitte à faire une boutique, je voulais qu'il y ait un nom et une identité propre, un peu emblématique. Et je voulais aussi surtout ressortir ces tentacules de 5 mètres. Voilà. Ouais. Et donc Cthulhu, malgré lui, est devenu la mascotte de l'Antre pendant 4 éditions, 21, 22, 23, 24. Et donc on va revenir cette année pour une 5e édition. Magnifique. Alors du coup, les chefs-d'œuvre de Lovecraft en général, est-ce que c'est un petit manga coup de cœur quand même de l'équipe de Kiyun ? Ouais, clairement. C'est même un gros manga de coup de cœur. Sans vouloir faire trop de la promo, mais chez Kiyun, une partie de notre ADN, c'est au-delà des séries, on va dire classiques, qui parlent à un public manga habituel, on a aussi envie d'élargir et d'ouvrir vers un autre public qui pense que le manga n'est pas fait pour lui. Et donc ça va passer par des œuvres, sociétales, comme Silent Voice, qui traite du handicap, des choses comme ça, des œuvres plus historiques. On va avoir Reine d'Égypte, Isabella Bird, Isaac, j'en passe, et des meilleurs. Et aussi des œuvres qui adaptent une partie de la littérature occidentale. On a eu La Guerre des Mondes également, et on a évidemment Lovecraft adapté par Gotanabe. Donc c'est un coup de cœur parce qu'on arrive à toucher un public vraiment très différent du public manga habituel, qui s'intéresse quand même à Gotanabe, mais on élargit. Et Angoulême, c'est aussi ça l'intérêt. Il y a un gros public évidemment de lecteurs de franco-belge, et Gotanabe, par ses histoires qui sont donc occidentales puisque Lovecraft était américain, et aussi par son découpage et son trait, arrive à faire un peu un pont entre le manga et la BD occidentale. Donc il a toute sa place ici. Très bien. Tu viens de le citer, enfin tu l'as cité tout à l'heure également, l'exposition. Ouais. C'est quelque chose d'assez important. L'année dernière déjà, il y avait Shinichi Sakamoto qui était mise en avant. Cette année donc Gotanabe. Est-ce que Kiyun, dans la mise en place, dans la scénographie, a son mot à dire avec les ayants droit, donc Kadokawa si je me trompe pas, et le Festival international de la BD? Alors on a un rôle un peu particulier sur ces expositions-là parce que il y a un directeur artistique au Festival d'Angoulême et un commissaire d'exposition qui porte vraiment le projet. Donc nous, il faut plutôt nous voir comme un intermédiaire entre ces personnes-là du festival et effectivement les ayants droit japonais. Donc on va faciliter les relations. Après, on fait pas d'ingérence sur la ligne artistique éditoriale de l'exposition. C'est eux qui font le choix des planches, de la scénographie. Petite exception cette année, puisque on revient encore une fois à ces tentacules de 5 mètres et cette tête de Cthulhu. Comme j'avais ça toujours en stock et que je pense que c'est dommage de ne pas les sortir, et encore plus dommage de ne pas les sortir à Angoulême quand il y a l'auteur et une exposition sur Lovecraft, j'ai la chance d'avoir 2 têtes de Cthulhu différentes et 5 tentacules, et donc j'ai proposé au festival de mettre une partie de ces décorations aussi dans l'exposition. Super, ok. Sans évidemment l'imposer, et donc c'était plutôt chaud pour l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y a une tête de Cthulhu et 2 tentacules dans l'exposition et autant sur le stand. Mais c'est génial, il y a un véritable investissement qu'on retrouve aussi dans l'antre de Kiyun, tu disais. Ouais. Ça prend combien de temps ce genre d'organisation? C'est compliqué à définir parce que il y a plein d'étapes, ça se fait forcément sur un temps long. Si on réfléchit, l'antre Kiyun, quand elle est généralement en juin, il faut avoir trouvé le local qui est un peu la première étape, autour de novembre, quelque chose comme ça. Et de là découle après tout l'aménagement, parce que contrairement à un salon où on a un stand rectangulaire qu'on choisit qui est très facile à aménager, le fait d'être dans un local avec ses spécificités, ses angles, ses pièces, il faut faire beaucoup de repérage et s'adapter, donc ça prend pas mal de temps. Et après voilà, il faut trouver les animations, que ça rentre dans le budget, développer les goodies, tout ce qui va venir créer du contenu au sens large. Et sinon pour les salons, la préparation d'un salon, ça va de 1 an en amont pour les premiers contacts, surtout quand il y a un auteur, là dans le cadre de Gotanabe. On avait dû définir ça quasiment à la sortie de l'édition de l'année dernière, je crois. Ah ouais, d'accord. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça. D'accord. Ouais. Et bon, là on est au FIBD, mais forcément Kiyun, c'est d'autres salons partout dans toute la France, voire même dans les pays frontaliers.
Est-ce qu'il y a une différence entre l'organisation d'un FIBD et celle d'une Japan Expo ou d'autres salons? Alors nous, les locaux de Kiun, ils sont basés à Paris. On n'est pas très originaux. Et du coup, forcément, c'est plus simple d'organiser quelque chose qui est pas loin de nos locaux, parce qu'on a aussi nos prestataires qui sont pas loin de chez nous, les entrepôts qui stockent les stands, les comptoirs, les décors, tout ça. Les équipes aussi, la plupart des gens habitent du coup à Paris ou autour de Paris. Donc dès qu'on se déplace dans une autre ville, ça demande une logistique assez différente et forcément des coûts supplémentaires, particulièrement en Angoulême où les logements sont dans des prix indécents, où là il faut s'y prendre aussi 1 an à l'avance, rien que pour avoir un Airbnb. Donc oui, c'est plus complexe. Aussi parce qu'on ne peut pas se permettre de passer pendant les premières étapes du montage pour vérifier avec le standiste que tout se passe bien. Sur un salon, je sais pas, Paris Games Week avec Madabooks, je passe tous les jours, c'est à 20 minutes du bureau, une demi-heure de chez moi, je fais un crochet, je vérifie que tout se passe bien. Là, en Angoulême, on arrive soit le mercredi soir, le mardi soir, soit le mercredi matin, donc la veille, et on n'a plus qu'à croiser les doigts, et avant tout se fait par téléphone et par visio. Donc c'est quand même ça génère un peu de stress et des coûts supplémentaires, forcément, parce que moi je conserve mes prestataires, parce que je travaille avec eux tout le temps, qui bossent super bien, qu'ils ont aussi du matériel, des décos, mais eux il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils se logent aussi, parce que le montage ça dure pas qu'un jour. Et donc tout ça, ça complexifie un peu. Et puis après, quand c'est à l'étranger, parfois il y a des douanes, il y a des trucs encore plus compliqués, notamment pour la Suisse. Mais donc effectivement, en plus de toute cette organisation, une confiance totale envers tes équipes. Confiance totale, mais je les ai tout le temps au téléphone. Et non, bien sûr. La plupart des prestataires avec qui je travaille, on travaillait déjà avant que j'arrive chez Kiun, et moi ça fait un peu plus de 7 ans que je suis là. Il y en a que j'ai trouvé moi-même, mais on a développé des liens de confiance, et effectivement, si un stand est joli, si l'organisation fonctionne, si on a des auteurs, c'est parce qu'il y a 10 000 personnes autour et qui font du super taf. En parlant de liens, c'est une question que je pose à tous mes invités aujourd'hui. Est-ce que les salons, c'est aussi une occasion, un moyen de rencontrer, je répète ce mot depuis 3 jours maintenant, les maisons concurrentes, mais est-ce que ça en est vraiment? Est-ce que c'est l'occasion de voir les maisons d'en face en fait? Oui, alors plus que concurrent, généralement j'aime bien dire confrère. Ouais, voilà, parfait. Alors on le disait tout à l'heure sur notre sujet, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Je suis très content qu'il ait replacé. Alors on se voit pour certains même en dehors des festivals, parce qu'on a un peu des sujets de réflexion communs, et puis il y a beaucoup d'amis aussi dans les autres maisons d'édition, mais c'est un plaisir de les retrouver sur les festivals, de voir effectivement ce qu'ils font, une espèce de veille aussi. On affine nos pratiques aussi ensemble, notamment pour organiser les dédicaces. Là, cette année, on avait donc Gotanabe et aussi Monsieur Yukimura qui était là, avec des séances de dédicaces les mêmes jours, avec des tickets à récupérer le matin à l'ouverture à Manga City. Et donc, on s'est mis d'accord avec Alex chez Kuro pour le matin venir ensemble, faire 2 fiches séparées. Tout se fasse en bonne intelligence. Mais globalement, il y a une bonne entente entre éditeurs de manga. On a tous conscience qu'on fait un super métier dans un secteur qui est très enrichissant, épanouissant. On a aussi la chance d'être un secteur qui se porte bien. Je pense que c'est peut-être plus compliqué d'être, j'allais dire gentil, mais en tout cas sympa avec des confrères concurrents quand ça va bien. Oui. Voilà, totalement. Et le marché est sain. Ouais, exactement. Et au-delà de ça, non, c'est beaucoup d'entraide en fait sur les salons. C'est à qui, je sais pas, manque de rouleau de TPE, de monnaie, on dépanne, il faut un cutter, il faut un peu des fois de coups de main parce que le confrère finit un peu tard et nous on a fini tôt, donc vraiment ça se passe super bien, ce qui n'empêche pas de se tirer la bourre. On se chambre sur les chiffres d'affaires, sur des trucs, mais ça reste super bon esprit. C'est de bonne guerre. Ouais, clairement. Alors, il y a un point que j'ai remarqué tout au long de ce FIBD, parce que là, pour vous, c'est la première interview, mais en réalité, c'est la 3e pour moi. C'est la mise en avant à travers la communication. Sur les réseaux, vous êtes hyper actifs. C'est quelque chose d'important quand même. Alors là, j'avoue que c'est un peu moins mon domaine, mais c'est un peu la même logique que l'événementiel, je pense. C'est un lien direct avec les gens. Non, mais c'est intéressant d'avoir aussi une forme de transparence et de proximité, de pas
donner l'impression d'être une société opaque, de montrer que dans les maisons d'édition de manga, on est avant tout des passionnés, puis des personnes, des humains, et de montrer un peu ça. Donc je pense que les réseaux apportent ça, montrer un peu aussi ce que c'est que le quotidien de travailler dans une maison d'édition, quels sont les sujets, quelles sont les personnes qui sont derrière les bouquins que vous voyez, les événements, et ça je trouve ça plutôt intéressant. Très bien. Alors pour le coup, une question qui te concerne énormément. Alors, pas tant au niveau du salon, quoique, effectivement, comme tu l'as dit, il y a la tête de Cthulhu, mais à Japan Expo, à l'Entre Kiyun, il y a énormément d'animations qui demandent, notamment pour Japan Expo, j'imagine, un nombre important d'heures de travail et beaucoup d'investissement. Comment tu arrives à mettre ça en place? D'où viennent toutes ces idées? Comment tu imagines, notamment pour Japan Expo, c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais j'imagine qu'il y a d'autres salons. Comment tu inventes tout ça? Mon cerveau malade. Non, mais alors, avant d'entrer dans le détail de la créa, globalement, ma position, qui est aussi celle de Kiyun de manière générale sur les événements, c'est que ça ne doit pas être un investissement à rentabilité financière à l'instant T. C'est pas une logique comptable où j'ai tant de dépenses et il faut que je rentre plus. Ouais. On considère que c'est, donc j'ai dit du lien avec le lectorat, mais c'est plutôt un investissement à moyen long terme. Le but, c'est de créer une expérience, un lien sur notre stand. Ça passe par des animations, par des décors immersifs, par des goodies et aussi par la présence de nos équipes sur le stand. Oui. On complète avec des personnes qui sont en externe parce qu'on ne peut pas tous être disponibles dedans, mais le cœur à chaque fois des équipes Kiyun sur les salons, c'est des gens de l'édito, de la fab, de la communication, des graphistes, de la compta, enfin vraiment tout le monde est là, parce que c'est vraiment important de ne pas perdre ce lien, de ne pas être déconnecté du public. Et donc on développe ces animations pour faire une expérience. Et après, les animes, c'est lire tous les bouquins qu'on sort. Ça, c'est plutôt du travail plaisir. Et essayer de trouver dedans ce qu'on peut extraire pour en faire un décor, pour en faire une animation, que ça colle éditorialement à la série et que ça soit compréhensible aussi par les néophytes qui ne connaissent pas encore la série, que ça soit une bonne porte d'entrée, qui s'amusent et qu'ils aient envie d'aller plus loin. Okay. Voilà. Très bien. Magnifique. Alors, une question un peu annexe par rapport à ça, et qui sera l'avant-dernière. Sur le salon, il y a une pléthore de titres, mais forcément, il n'y a pas tous les titres Kiyun. Comment tu les choisis? Comment tu les sélectionnes? Au doigt mouillé. Non. Alexandra va dire la même chose dans la 3e interview. Non, c'est un mélange de se baser sur les chiffres de vente au national, puisqu'on a un institut qui nous remonte, qui s'appelle GFK, où toutes les semaines on a nos ventes hebdomadaires. Et donc on sait au niveau national comment se porte chaque chiffre, donc c'est chaque titre, pardon. Donc c'est un premier indicateur pour les commandes. Après, c'est quelle est l'identité de la ligne éditoriale du festival. Forcément, à Angoulême, on va prendre plus des titres qui vont tendre vers, je déteste ce terme, mais romans graphiques, des gens qui n'assument pas de dire qu'ils disent de la BD, mais des œuvres et plus à la croisée des genres comme Lovecraft. On va avoir, je sais pas, les temps retrouvés en création originale qui va être en sens de lecture occidentale, en couleur, en grand format. Donc ce genre de choses a plus sa place à Angoulême, alors que ça sert à rien d'en prendre à Japan Expo par exemple. Donc ça, c'est un deuxième axe, un deuxième indicateur. Et le dernier, c'est aussi qui vont être les vendeurs sur place. On a tous un peu nos goûts, nos appétences. Moi, je sais que je vais pousser par exemple pas mal de titres historiques, sociétaux, et donc je vais les prendre. Même si au national ça vend pas beaucoup, parce que je sais que moi personnellement je vais les pousser, ça va bien se passer. Si je sais qu'il y a tel ou tel vendeur, je fais ok, je connais ses goûts aussi, je sais qu'il va être fort sur celui-là. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Ok. Écoute, c'est merveilleux. Pour la dernière question, ça tombe bien. J'allais te demander, sur ce salon du FIBD 52e édition, quel est ton titre favori? Celui que tu recommandes, ou même en général, si tu veux, dans le catalogue Kiyun? Écoute... Allez, là je vais parler d'une sortie récente en Dark Fantasy qui s'appelle The Bugle Call. Merci. Qui
sais pas comment le décrire, mais on va suivre un jeune garçon qui était dans une troupe de mercenaires et qui va se faire embarquer par le pape d'un royaume parce qu'il a des pouvoirs surnaturels qui, grâce au son de son instrument, va permettre de diriger des troupes. Donc c'est un mélange de fantasy, de dark fantasy, de stratégie militaire, et avec un héros désabusé sur la vie. Il a un petit côté, on va faire un parallèle avec Vinland Saga, mais un petit côté Thorfinn, je trouve, au début. C'est super bien gratté. C'est génial. Bah écoute, merveilleux. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi. Et voilà. Merci, c'est bien en fait. Merci. Eh bien merveilleux, merci beaucoup Rémi. Et donc nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures. Merci à toi Maxime Dupassé et merci surtout à Rémi. Rémi Poncé, donc responsable événement d'AC Media pour ce moment très intéressant. On continue notre aventure. Go Tanabe, c'était jeudi, maintenant place à vendredi. Qu'est-ce qu'il y a vendredi ? Eh bien, il y a la masterclass de Kamome Shirahama. Masterclass qui s'accompagne également de l'exposition avec une queue que bon nombre de personnes ont subi. 2 heures d'attente pour ma part. Bref. Mais en tout cas, durant la masterclass, Kamome Shirahama s'est bien livré sur des secrets de production de l'Atelier des Sorciers. Car oui, effectivement, c'est bien l'autrice de l'Atelier des Sorciers dont on parle. Un manga exceptionnel dont on a beaucoup parlé dans ce podcast, donc je vous invite à écouter les autres émissions. Et durant cette masterclass, Kamome Shirahama a mis en avant l'importance du dessin. L'importance du dessin notamment en tant que moyen de communication. En fait, elle disait qu'elle préférait s'exprimer par le dessin au lieu des conversations, et ce depuis toute petite, puisque déjà à l'époque, elle dessinait des paysages, des éléments de décor, et aussi des animaux, ce qu'on retrouve bien évidemment dans l'Atelier des Sorciers, que je ne peux que vous conseiller. C'est pour ça que, une fois au lycée et à l'université, elle s'est prise de passion pour le design, à la fois en s'inspirant de défilés, de magazines et de manuels de mode. C'est par le design que l'Atelier des Sorciers est arrivé entre nos mains. D'ailleurs, ça a été l'occasion pour elle de nous avouer que le Quatuor, c'est un peu la personnalité de l'autrice, splittée en 4 personnages qu'on connaît si bien et qu'on adore découvrir, qu'on adore rencontrer à chaque tome. D'ailleurs, petite fun fact, elle disait se retrouver surtout dans le personnage de Roguro. Mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, l'Atelier des Sorciers, pour l'autrice, c'est le moyen de parler de la moralité, de la question morale. Selon elle, c'est le thème le plus important, celui du choix, le bien ou le mal. On peut le voir notamment à travers les expos, l'importance de l'obscurité et tous les parallèles entre la bonne Coco et la mauvaise Coco. Ça s'explique, cette dualité, notamment avec le fait que Kamome Shirahama est une grande fan de fantasy et de SF. D'ailleurs, elle dira que Magus of the Library et Lucca, mais aussi Dungeon Mushi, étaient ses mangas préférés. Je l'ai déjà évoqué, elle s'intéresse aussi énormément à la mode pour la conception de l'Atelier des Sorciers, et notamment pour ses costumes. Comme je l'ai dit, à travers les défilés, les magazines, mais aussi avec une grande inspiration de l'Art Nouveau et donc des anciens dessins européens, les anciennes peintures. Cette peinture, d'ailleurs, on peut faire un pont avec le travail de l'autrice, puisque celle-ci, jusqu'à très récemment, ne faisait que du travail analogique, c'est-à-dire à la main. Très peu numérique, jusqu'à les récents tomes où ses assistants, pour le coup, travaillent sur le numérique. Et en fait, c'est l'occasion pour elle de non pas travailler les détails, puisqu'elle avouera durant l'interview que à un moment, elle décide d'arrêter d'effacer. Ce qui comptait au final, plus que les détails, c'est l'expression de ces personnages, et ainsi, c'est le temps qui passe, et surtout, c'est avec ces mots que la conférence s'est terminée. Une conférence où bon nombre de personnes étaient venues cosplayer, et l'occasion pour nous de nous balader
un peu partout dans la ville, de voir les expositions extérieures, notamment qui rendent hommage aux auteurs de bandes dessinées espagnoles, et ça a été l'occasion pour moi de revenir sur le stand de Manga City et de rencontrer un invité ô combien intéressant. Alors ça y est, je suis avec un autre invité de marque. J'ai le plaisir de parler aujourd'hui avec Pascal Lafine. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas par hasard ? Alors, je suis Pascal Lafine, je travaille dans le milieu du manga depuis extrêmement longtemps puisque j'ai démarré à la fin des années 80 dans une émission que les vieux connaissent mais les plus jeunes un peu moins qui s'appelait le Club Dorothée. Ah oui. Et puis par la suite, je suis entré à Tonkam, j'ai même créé avec deux amis à l'époque le magazine Animeland. Je suis toujours à Tonkam qui est devenu entre-temps Tonkam Delcourt. J'ai créé plus récemment une collection qui s'appelle K-Book. J'ai fait aussi un magazine de K-pop qui s'appelle K-Word. Oh, okay. Et puis voilà, c'est un peu mes 30 ans de parcours dans le manga. C'est incroyable, merci énormément d'avoir accepté cette interview. Effectivement, comme tu l'as spécifié, tu es actuellement directeur éditorial de Delcourt Tonkam. Pour le FIBD, forcément, la question que je pose à toutes les personnes que j'ai pu voir aujourd'hui, qu'est-ce que fait Tonkam au FIBD ? Alors déjà, il faut savoir que Delcourt, c'est une maison de bande dessinée. Donc on a un stand dans la bulle Champ de Mars, qui est le stand bande dessinée. Et puis dans la partie Manga City, forcément, on a un stand aussi, puisqu'on a à la fois le manga japonais et le webtoon coréen avec la collection K-Book. Donc effectivement, maintenant, ça devient incontournable pour une boîte d'édition comme Delcourt. Et effectivement, comme tu le dis, c'est The Place to Be. Cette année, particulièrement, c'est le manga qui est mis en avant. On a différentes expositions qui sont organisées, pas mal de dédicaces, de venues d'auteurs japonais. Est-ce que tu le ressens au niveau des visites sur le stand? Il y a beaucoup de gens qui viennent au stand de Delcourt Tonkam? Oui, il y a beaucoup de monde cette année. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Après, le manga et Angoulême, le manga revient de loin. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est vrai que depuis quelques années, ils essaient de faire des efforts. Il y a de plus en plus d'auteurs qui sont invités. Ils laissent un peu de place au manga, même si le manga est très 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 loin de la bulle Champ de Mars et de la bulle New York. Mais je loue un peu ces efforts d'essayer de toucher la jeune génération. Bon, il y a encore du chemin. Justement, en parlant de jeune génération, faut quand même le dire, Delcourt Tonkam, c'est un des premiers éditeurs. On peut même dire que c'est une référence dans le milieu de l'édition. Parmi les titres les plus connus, on a Jojo Bizarre Adventure, la saga forcément, Alice in Borderlands, Fruit Basket, et encore bien d'autres. Comment vous réussissez à toujours être dans l'actualité, dans un marché qui se renouvelle de plus en plus et encore plus rapidement chaque jour? Alors, le catalogue Tonkam est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment moins, parce que Tonkam s'est créé en fait en 1994 sur un concept qui était faire découvrir le manga absolument. En fait, l'idée, c'est pas de donner aux gens ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils aimeraient découvrir sans même le savoir. Donc dès le départ, Tonkam a eu ce parti pris. C'est pour ça d'ailleurs qu'au moment de sortir notre premier manga, on n'a pas sorti Dragon Ball, on n'a pas sorti Saint Seiya, Ken, etc. On a fait Video Girl, qui était un titre que personne ne connaissait et qui était un titre atypique. On est les premiers à avoir fait une jaquette sur les livres, on est les premiers à avoir fait les livres en sens inversé. Voilà, l'idée c'était d'essayer de faire découvrir des choses. Donc on a fait les Clamps, on a fait Kaoriyuki avec Angel Sanctuary, on a fait du Masamune Shiro. On a essayé tout le temps, le premier Boys Love, c'est nous aussi. On a essayé tout le temps de se renouveler, de faire des choses qui sont atypiques et faire découvrir des choses aux lecteurs. Après, le monde a changé et il y a eu beaucoup d'éditeurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 mangas qui sortent chaque mois et c'est pas prêt de s'arrêter. Et le problème, c'est que c'est devenu plus difficile de faire découvrir des choses aux gens parce que tous les nouveaux éditeurs qui arrivent tentent
cette expérience de se faire connaître en essayant d'aller sur ce domaine, ou l'autre solution, c'est on fait des titres très commerciaux et puis avec l'argent que ça a rapporté, on propose beaucoup d'argent pour acheter un titre un peu moins commercial au détriment des éditeurs dont c'est le travail, ou en tout cas c'est leur cœur de cible, c'est leur nature de faire ça. Donc effectivement, aujourd'hui on essaie toujours d'aller vers ces titres-là. C'est d'ailleurs comme ça que des titres comme Jojo ont atterri chez nous, parce que Jojo c'est un manga qui est vraiment très atypique. Voilà, on est toujours dans cette idée, et l'avantage qu'on a avec le Japon, c'est que le Japon c'est un pays de BD qui est extraordinaire parce que il se renouvelle tout le temps. Il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas honte de s'inspirer de choses qui existent. Ils prennent l'info, le cœur là où il se trouve pour le mettre à l'intérieur du livre. Et c'est pour ça que j'aime le manga aussi, parce que le manga, même quand il y a des moments de baisse de public, d'audience, etc., ils arrivent toujours à se renouveler en amenant des titres dont on ne s'attendait pas. Quand on voit Dendadan, c'est un peu un ovni sorti du ciel. On se demande, mais ça s'adresse à quel public? Est-ce que c'est pour les ados? Est-ce que c'est pour les jeunes adultes? Ça mélange tout. Et c'est ça c'est ce que j'aime avec le manga, c'est le fait de découvrir. Ce qui est difficile, par contre, pour un métier d'éditeur, c'est qu'aujourd'hui, le manga se vend tellement que c'est devenu, pour certains titres, des enchères qui peuvent aller tellement haut qu'un lecteur ne pourrait même pas s'imaginer combien un éditeur peut payer, jusqu'à quel prix un éditeur peut payer un manga pour l'avoir. Et des fois, c'est même pas rentable tellement les sommes payées sont élevées. Tu viens de citer Dandadan, je vais me baser principalement sur le shonen, mais tu cites Dandadan, Chainsaw Man, on peut aller même sur des titres comme Jujutsu Kaisen. Est-ce que tu assistes à une transformation de l'écriture d'un manga aujourd'hui? Est-ce que les titres des années 2000 ont la même base, ou aujourd'hui un manga ça n'a plus rien à voir en termes scénaristiques? On peut pas dire ça parce que c'est l'essence même du manga d'évoluer, de s'adapter à son public. Bien sûr, il y a des choses qui restent. Par exemple, la trame qui revient régulièrement, mais qu'on trouve aussi avec Harry Potter, qu'on trouve avec Star Wars, c'est le jeune orphelin qui a un pouvoir caché au fond de lui. Il a une meilleure amie fille qui est un garçon manqué, un meilleur ami qui est un peu drôle, mais qui a un côté très sombre au fond de lui. C'est ce qu'on retrouve avec Ron, avec Harry Potter, Hermione, Bulma, Princesse Leia, etc. Voilà. C'est une base qu'on retrouve. Après, il y a certaines valeurs qui restent. Par exemple, rien ne s'obtient sans se battre. C'est des choses qui font partie du manga. Par exemple, les mangas de groupe, souvent, on trouve 5 personnes, comme pour Sailor Moon, pour les Chevaliers du Zodiaque. Pourquoi? Parce que unis comme les 5 doigts de la main. Chacun représentant, ayant sa propre identité, le solitaire, le pouce. Voilà, on retrouve toutes les catégories de personnes comme les 5 doigts de la main. Voilà, et donc ça, c'est l'essence même. Donc, et à partir de ce canevas, ils arrivent à trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses qui fonctionnent. Et donc, je dirais que non, le manga est toujours égal à lui-même, et que c'est ce qui est bien avec le manga, c'est que on lira rarement 2 fois la même chose en 10 ans. Très bien, très bien. Et alors aussi, l'une des spécificités du catalogue Delcourt Tonkam, c'est sa richesse, parce qu'on peut autant avoir du seinen très profond, des histoires, on va dire, un peu gore, un peu dark, etc. Je pense aussi à des histoires de romances qui sont... Tonkam est un des plus gros producteurs de shoujo en France. Il y a à côté aussi des offres patrimoniales. Je pense à Atsushi Kaneko, à Osamu Tezuka, dont il y a les parutions en format de luxe. Comment on arrive à choisir les bons titres et comment vous déterminez votre catalogue qui est aussi riche en fait? Ah, ça, c'est le plus compliqué de tous, parce que aujourd'hui, tout le monde a accès aux outils. Voilà, tout le monde a accès aux outils, et que aujourd'hui, c'est devenu très rare qu'un titre ne soit pas demandé par plusieurs éditeurs. C'est devenu un petit peu compliqué.
Après, il y a ce qui compte, c'est par exemple la façon dont on se vend auprès de l'éditeur, pourquoi on a envie de faire ce titre, dans quel sens on veut aller. Delcourt Tonkam, en fait, c'est un catalogue qui a toujours voulu être un catalogue éclectique, qui essaie de faire découvrir tous les genres, qui ne fait pas que du shoujo, que du shonen, etc. C'est un catalogue qui est plutôt adulte, c'est pour ça qu'on a quasiment aucun titre, voire aucun titre pour les enfants ou pour les jeunes. En général, c'est des titres qui sont beaucoup plus adultes, parce que le but, c'est de s'adresser à un public bien précis, qui est un public d'amateurs, mais d'amateurs de choses différentes, qui peut lire un One Piece, un truc, mais qui ne veut pas lire que ça, qui a envie d'un truc auquel il ne s'attend pas, même si des fois ça lui tombe de la main, mais qui se dit ce truc-là a peut-être quelque chose, je vais regarder. Alors, il peut s'accrocher ou non, mais l'idée c'est d'aller toujours là dans ce sens-là, toujours essayer de faire découvrir des choses. Par exemple, j'avais fait une collection sur l'aviation déjà parce que j'aime bien l'aviation, mais j'ai fait le parti pris de faire une collection d'aviation avec beaucoup de Seconde Guerre mondiale. D'accord. Pourquoi c'est pas parce que je fais l'apologie du Japon, machin, etc. Non, c'est tout simplement une raison toute con. C'est que sur la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup de points de vue américains, beaucoup de points de vue français, anglais, mais on a très peu de points de vue du Japon. D'accord. Comment ça se passait pour la vie d'un Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh ben, ça fait partie des questions que je me suis posées à un moment donné, parce que pour la plupart des gens, les Japonais c'est les méchants, on s'en fout qu'ils souffrent ou non, c'est pas très grave. Non, c'est des humains. Et au-delà de ça, tout le monde n'a pas envie de se battre, tout le monde n'a pas envie de la guerre. Donc comment ça se passe quand on t'envoie à la guerre et qu'on te dit tu dois te jeter sur le porte-avions qui est là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui amène à ce que tu as là? Moi j'avais envie de savoir. Et je pense qu'il y a des gens comme moi, qui ont envie d'en savoir un peu plus. C'est pour ça que je fais cette collection. C'est pour les gens qui veulent en savoir plus. Après, il y aura toujours des gens qui vont pas du tout regarder parce qu'ils vont partir du principe on n'a pas envie de savoir, c'est de la merde, c'est nul. Mais c'est pas très grave. À partir du moment où j'ai quelques lecteurs, et c'est le cas, qui aiment bien lire Un pilote sacrifié pour savoir comment un mec s'est jeté autant de fois sur kamikaze, a échappé pendant 8 ou 9 fois à la mort alors qu'il est kamikaze, il est censé pas revenir. C'est curieux. Voilà comment le mec il a fait pour mourir à plus de 90 ans, c'est curieux. Donc voilà, c'est des trucs c'est des questions que je me pose, et souvent quand j'achète un manga, c'est la question que je me pose, c'est ce truc-là est atypique. Je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient savoir. Par exemple, à partir du mois de juin, je lance j'essaie de lancer une nouvelle collection, mais il n'y a qu'un titre pour l'instant, ça s'appelle Rooms. D'accord. C'est un manga qui est en couleur, et c'est un manga qui est pour les gens qui n'ont pas envie de stress. D'accord, Il se passe génial. rien à l'intérieur, c'est un peu comme quand on lit L'homme qui marche de Taniguchi ou Le gourmet solitaire. C'est un genre qui marche de plus en plus au Japon, il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça. On a très peu de titres comme ça en France, mais c'est des mangas où il se passe concrètement aucun drame, aucun truc, c'est juste la vie de tous les jours. Là, dans le cas qui est là, c'est un auteur qui a eu son nouvel appartement et qui a posé sur Twitter des questions à ses fans en disant comment c'était votre vie dans votre premier appartement. Et il y a plein de lecteurs qui ont raconté leur histoire, comment ça s'est passé, et du coup elle a décidé d'écrire 9 petites histoires. Elle raconte le premier appartement de ces jeunes filles, comment ça s'est passé. Et ben ça, ce genre de bouquin, moi je trouve ça génial, ça parle de rien, mais c'est génial, on passe un bon moment. Pour moi c'est un peu ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu Totoro. Totoro on s'en rend pas compte, mais au-delà du Miyazaki machin, Totoro c'est un dessin animé où en réalité il ne se passe rien. C'est qui le méchant? Il y en a pas. C'est 2 filles, on les envoie à la campagne parce que leur maman est malade pour se rapprocher de l'hôpital. Et puis elles s'ennuient pendant la journée et elles rencontrent des trucs. Alors on pourrait se dire que elles se font un trip dans leur tête en voyant ces gros monstres. Voilà, peut-être que c'est juste un fantasme d'enfant, ça n'a jamais existé. Peut-être qu'ils existent vraiment, mais en réalité c'est le spectateur qui se fait son film. Est-ce que c'est vrai ou non? Voilà. Et c'est pareil, c'est aussi ce qui fait du Japon un truc extraordinaire. Et c'est ça mon truc dans le manga, c'est essayer de trouver
au-delà de l'histoire. Par exemple, je fais beaucoup d'isekai parce que j'adore des isekai et que je suis ce public parce qu'il y a quelques années, en fait, au départ, quand ça a commencé, l'éditeur Kadokawa m'a expliqué en fait comment ce mouvement est né. En fait, il m'a expliqué que les lecteurs d'isekai ont à peu près 30 ans. D'accord. C'est des gens qui ont un boulot, salarymen, etc., qui sont employés de bureau et qui se font chier. Ils ont l'impression que ça y est, ils ont tout fini, ils sont arrivés à 30 ans. Maintenant, c'est que je vais cravacher, je vais mourir sur mon bureau. Mes prochaines années, c'est que du travail, etc., etc. C'est pour ça que les premiers héros d'isekai, c'est le cas de moi réincarné en slime, c'est le trentenaire qui meurt et qui se retrouve dans... Voilà, et c'est le fameux truc d'avoir une nouvelle vie qui, des nouveaux exploits, des nouvelles choses à faire. Voilà, ma vie n'est pas finie, au contraire, elle commence. Ça marche aussi avec les Villainess et les Otome Game aujourd'hui, où c'est une femme qui a la trentaine d'années, souvent, pareil, elle meurt, sauf que ses desiderata dans l'autre monde ne sont pas les mêmes, c'est que ses problèmes ne font que s'amplifier puisqu'elle est dans le rôle de la méchante, elle doit s'en sortir, donc c'est pas tant mieux que ça. Sauf qu'elle a plus de possibilités dans cet autre monde parce qu'elle peut aller sur différents chemins, alors que dans le monde réel, il y a la société qui l'oblige à être sur une ligne droite, une autoroute, et elle ne peut pas dévier, même à droite ni à gauche. Et souvent dans les Otome Games, tu cites justement ces personnes de 30 ans, c'est des gens qui ne peuvent pas maîtriser leur vie d'une certaine manière, et dans ces jeux-là, en fait, souvent c'est ça, et elles connaissent les règles. Voilà. Donc elles, sans être le dieu vivant de ce monde-là, elles connaissent d'avance ce qui va se passer, donc elles maîtrisent les situations. Exactement. Et du coup, et ça change tout, le fait de connaître les règles, alors que dans la vraie vie, vous pouvez tout faire correctement, il y aura toujours à un moment donné quelqu'un pour vous casser les pattes et quelqu'un que vous n'avez pas vu venir. Totalement. Voilà. Et c'est ça c'est ce renouvellement permanent qu'on retrouve dans le manga qui est génial pour le coup. Par exemple là, une autre tendance qui est en train de se dessiner dans la suite des isekai, sur lequel je commence à jeter un œil, c'est tout le monde me sous-estime et pense que je suis un gros naze, alors que je sers à quelque chose. Et on trouve ça par exemple dans pas mal d'animés dans cette saison et dans la saison précédente. Il y a eu pas mal d'animés comme ça où c'est un personnage qui fait partie d'un groupe, c'est lui qui organise tout, qui fait tout, mais il est moins bien payé parce que les gens ont l'impression qu'il branle rien, c'est pas lui qui est au premier plan, alors que c'est lui qui est le ciment, qui est le squelette du groupe, et le groupe finit par le jeter parce qu'il trouve qu'il sert à rien, et quand il est parti, en fait, on se rend compte de son importance. Ce qu'on avait dans Rising Shield Hero. Voilà, le clou. Voilà, c'est le clou qui peut maintenir à lui tout seul tout l'édifice. Et ben c'est l'une des tendances qui fait suite à l'isekai aujourd'hui, c'est cette tendance du clou. C'est si tu enlèves le clou, qu'est-ce qui reste dans l'édifice, qu'est-ce qui va tenir l'édifice? Incroyable. Voilà. Ok. Bah, c'est aussi ça que j'aime, c'est mon courant en fait à moi. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de titres que je sorte qui sont pas forcément en adéquation avec le truc du moment que les gens veulent, parce que j'essaie toujours de regarder l'étape d'après. C'est quoi le truc qu'il y a derrière? C'est aussi pour ça que beaucoup d'auteurs, j'ai été le premier à le faire, et qu'après ils sont récupérés par d'autres éditeurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ont des sujets comme ça qui sont un peu atypiques, qui sont les premiers à le faire. Voilà. En fait, moi quand je fais un manga, mon premier truc, je me dis qu'est-ce qu'il apporte de plus qu'on n'a pas vu, qui n'était pas la plus-value. Quel est le fameux petit truc en plus qu'il n'y a pas dans les autres. Voilà. Et ce truc-là, dès que je l'ai trouvé, je me suis dit, il est pour moi ce bouquin. Super. Alors, justement, tu disais je vais chercher l'étape d'après, mais moi il y a un truc qui m'intéressait aussi, c'est quand j'ai regardé le catalogue que Tonkam proposait, c'est qu'il y a aussi le retour d'anciennes séries, je pense notamment à la quête de Dai. Pourquoi le faire revenir? Est-ce que c'est pour montrer pour dire regardez, il y avait ça avant et c'était vachement bien quand même? Alors parce que j'ai un problème avec le monde moderne et le numérique, le jeunisme, c'est que on est en train de faire disparaître tous les supports physiques au profit du numérique. Et il y a beaucoup de personnes qui sont lâchées dans la nature, qui ne maîtrisent pas forcément le numérique. Par exemple, une personne qui part à la retraite aujourd'hui et qui n'a pas fait tout l'ère de l'informatique, qui ne sait pas comment il fait alors que tout maintenant est en numérique. Donc ça veut dire qu'il doit faire ses trucs de retraite, etc. Comment il fait?
eh ben il peut pas, il est obligé de demander à quelqu'un, de supplier quelqu'un, de payer très très cher quelqu'un pour l'aider. Et ben le manga c'est un peu pareil, c'est que au début on a commencé à faire des mangas, c'était un peu, on le faisait freestyle comme on pouvait. Les premiers éditeurs sont partis du principe qu'il fallait que le manga soit pas cher, donc c'est toujours un peu le cas parce que les gens ont l'impression que le manga est cher, mais en réalité pour 200 pages, même en noir et blanc, on est au plancher du plancher du plancher. Et on rattrape en fait le truc en faisant les lettreurs qui sont payés pas très cher du tout, les traducteurs qui sont payés pas cher du tout. C'est comme ça qu'on arrive à garder les prix bas. C'est un peu aussi le cas pour les auteurs de manga. Dans les périodes où ça marche pas, grâce aux jeunes mangaka qui sont payés très peu cher, et ben ça permet à tout l'édifice de se maintenir. Et ben c'est un peu le même principe. Au départ, les mangas étaient faits pas cher pour que le truc puisse exister face à la BD française. Là, aujourd'hui, par exemple, depuis le Covid, ça a augmenté de quasiment 40% en fait les frais de papier. Donc, comment un éditeur fait pour continuer à exister avec l'augmentation du papier? C'est tout que le lecteur lui-même ne le voit pas, mais il faut savoir que dans le prix d'un manga, en fait, en réalité, c'est l'auteur et l'éditeur qui gagnent le moins. D'accord, ok. Voilà, en fait, dans le partage du manga, l'auteur, par exemple, en général, gagne à peu près 8% du prix du manga. Et quand c'est un gros auteur, ça peut monter jusqu'à 10, ou quand ça se vend beaucoup, il y a un palier. Voilà. 10%. Ou 8%, c'est vraiment, ça c'est que pour l'auteur. Là-dessus, il y a l'éditeur qui doit rajouter sa partie. L'éditeur ne rajoute sa partie en réalité qu'à la fin, parce que il y a d'autres étapes, à part la fabrication, etc. Il y a le diffuseur, le distributeur, etc. Donc, on peut se dire qu'il y a à peu près 50 à 60% du prix du bouquin qui part dans la diffusion, la distribution, le magasin. En réalité, alors je devrais pas dire ça, mais en vrai, c'est selon les boutiques, c'est la boutique qui gagne le plus parce que ça peut monter jusqu'à à peu près 36% du prix du livre. Mais c'est aussi, le libraire fait beaucoup de boulot. Il a de la gestion de stock, etc. C'est normal qu'il soit rémunéré à hauteur du travail qu'il fournit. Mais ça fait que tout ce petit monde qui est en dehors de la librairie, pour faire le livre, il doit chevaucher dans des eaux hyper compliquées, et donc ce qui fait que le prix du manga en fait que c'est toujours ric-rac. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup de titres s'arrêtent en cours, ou si ça se vend pas comme c'est plus rentable, il faut savoir que par exemple un manga tiré à moins de 2000 exemplaires, c'est à la gorge. C'est pour ça que les mangas par exemple qui sont vendus, et il y en a plein à 500 exemplaires seulement, en fait c'est l'éditeur qui donne de l'argent au lecteur à chaque fois qu'il achète un livre, parce que il y a, à part si on le faisait en numérique, l'impression, mais la qualité est horrible. Tous les éditeurs ont essayé d'imprimer comme ça. Le noir et blanc japonais, la trame c'est dégueulasse, c'est affreux, donc on peut toujours pas, il n'y a pas de technologie. Donc les titres à faible exemplaire, en fait c'est les titres à haut exemplaire qui font qui permettent de compenser et de pouvoir sortir. Donc quand un titre sort tous les ans, c'est juste parce qu'il ne se vend pas du tout, mais que l'éditeur continue à essayer de le sortir parce qu'il a eu un titre à côté qui a cartonné. Glénat par exemple, c'est l'un des mieux lotis parce que Glénat a plein de titres qui datent de la nuit des temps, comme One Piece, Berserk, etc., qui continuent de fonctionner et qui permettent de payer toutes les nouveautés, tout le reste. Donc, ils permettent de travailler de façon très à l'aise. En fait, dès qu'un éditeur a au moins un gros titre, et chaque éditeur en a plus ou moins un, permet de payer le reste. Et à chaque fois, on peut le voir en fait, les pics de vieux titres ou de titres annuels qui ressortent. Dès qu'un éditeur a un gros titre qui cartonne, vous allez voir tout de suite à côté, tous les titres qui se vendent pas, ils vont s'accélérer d'un coup ou ressortir. Génial. Voilà. Et pour les ressorties, c'est un peu pareil. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de titres qui ont marché ou pas, on leur donne une seconde vie. Donc ils ont cette capacité les éditeurs ressortent pour donner une seconde chance. Puis surtout, comme ça on peut bazarder son vieux manga tout moche de l'époque. Imaginez quelqu'un qui a acheté les premiers Pika. Alors on s'en rappelle pas, mais les premiers Pika avec les bulles, machin, etc. C'était affreux. Donc effectivement, quand Pika ressort ses vieux titres,
et ben avec une bonne qualité, les vieux ils sont contents. Et pareil pour le côté luxe aussi, sortir un livre quand on fait un titre comme Die aujourd'hui, à l'époque c'était la version j'ai lu c'était déjà cheap. Nous quand on l'a fait c'était un peu mieux, mais c'était pas encore tout à fait ça. Voilà. Et puis il y a aussi la traduction qui compte. C'est que il y a beaucoup de séries quand ils sont sortis à l'époque c'était avec une traduction qui était faite à l'époque. Aujourd'hui les traducteurs sont hyper bons, de mieux en mieux. Les éditeurs ont beaucoup aujourd'hui des relecteurs, des adaptateurs. Ou des gens qui sont des tueurs en orthographe qui vont réécrire ça pour que ça soit hyper bien en France, et c'est pour ça que cette ressortie est bien. Et pour Delcourt Tonkam, c'est encore plus important puisque Glénat et Delcourt Tonkam sont les deux plus vieux éditeurs de manga. Donc il y a plein de trucs qui n'ont pas été découverts à l'époque. C'est aussi pour ça que si on regarde globalement tous les éditeurs, Tonkam c'est l'éditeur qui a eu le plus, Delcourt aussi, mais surtout Tonkam qui a eu le plus d'auteurs qui sont partis chez d'autres éditeurs ou de titres qui sont partis chez d'autres éditeurs. D'accord. En fait, si on regarde globalement, Stratège, Baki, etc., il y a beaucoup. Après, c'est parce que aussi, tout a un début, tout a une fin. Bien sûr. Voilà, même un manga meurt. Même un manga a une vie. Il y a des gens qui détestent cette idée, mais en même temps, je trouve ça super. Même en tant que fan ou en tant que lecteur, que un manga qui est arrivé en fin de vie chez un éditeur puisse ressortir chez un autre éditeur qui va lui redonner sa chance avec des nouveaux trucs. Rester tout le temps sur les vieux trucs, c'est pas possible. Totalement. Quand on prend un éditeur comme Glénat ou Tonkam, si Glénat ou Tonkam avait gardé son catalogue tel quel, avait refusé de rendre des titres aux éditeurs japonais, et ben ça aurait été impossible. Le catalogue, ça serait impossible de faire un catalogue, il y aurait trop de titres. Donc c'est bien qu'on puisse rendre ces titres de façon à ce que de nouveaux éditeurs puissent les acheter et puissent les ressortir et permettre aux lecteurs de continuer. Et puis ça permet aussi à des éditeurs comme Tonkam ou Delcourt ou Kana aussi, etc., de faire la continuité, c'est-à-dire chercher des nouveaux titres, sortir. C'est pas voilà. S'il y a des éditeurs qui ont envie de se lancer sur les vieux machin, etc., c'est super au contraire. Donc je pense que les lecteurs, plutôt que de fustiger certains éditeurs, devraient se réjouir du fait que le manga a une pleine vie et qu'il peut continuer à exister. Ça serait malheureux quand même de se dire quand j'étais petit, j'ai lu ce bouquin, il était trop bien, mais je peux plus le trouver où il vaut hyper cher parce que plus personne ne le ressort, il n'a pas de seconde vie, voilà. Et ben là, ça permet d'avoir ce truc-là et je trouve ça hyper bien. Moi, quand j'ai fait un titre à l'époque et que j'en ai chié pour le sortir, c'est le cas de Junji Ito. Junji Ito, c'est le meilleur exemple. Junji Ito, j'en vendais 1500 à l'époque. Donc c'est pas de la mauvaise volonté. Il n'y avait pas le public pour Junji Ito quand j'ai commencé à les faire. Il n'y avait vraiment pas. C'était un truc d'horreur atypique qui sortait de nulle part. Et puis, il y a des autant pour Jojo qui se vendait pas beaucoup. Pareil, Jojo c'est du 1500 en première semaine. C'était très dur, mais on a essayé de tenir. Aujourd'hui, Jojo, on en vend plein, c'est super. Les lecteurs. Junji Ito, à un moment donné, on est arrivé au Junji Ito, on n'en vendait plus du tout. Et puis, un autre éditeur est arrivé, l'a ressorti, lui a redonné une seconde vie. Junji Ito, maintenant, est au top, en plus au Japon aussi. Moi, je trouve ça super. Moi, je suis le premier fier, même si c'est pas moi qui les vends. Mais je suis hyper content parce que je me suis dit... quand il est ressorti et que ça a bien marché, j'avais eu raison à l'époque de faire cet auteur, de le faire découvrir parce que c'était c'était un coup de cœur et en même temps un truc. Donc moi je n'ai pas de regrets, même quand ça part ailleurs, je n'ai pas de regrets parce que je me dis j'ai fait découvrir des choses, etc. Alors, quand je travaillais au Club Dorothée, c'était pareil. Il y avait des séries que je découvrais qui fonctionnaient, d'autres qui fonctionnaient moins, mais j'étais content de l'avoir fait découvrir. Par exemple, Sailor Moon, c'est l'achat le plus bizarre que j'ai fait à l'époque. Parce que c'était un titre pour les filles qui n'était pas un truc, une comédie sentimentale, un truc normal. C'était de l'action. En fait, je vais dire ça maintenant, je peux le dire parce qu'il y a des années qui sont passées, mais pour acheter Sailor Moon, j'ai vendu à mon responsable que le Sailor Moon, c'était les Chevaliers du Zodiaque, mais pour les filles. Mais c'est génial. Voilà, je l'ai vendu comme ça. Et il me fait et puis en plus j'avais fait une sorte de montage
montage, mais totalement Malin. honteux, Ah, génial. pour montrer qu'elles étaient 5, c'était pareil. elles se bagarrent elles et se bagarrent, tout, bien c'était sûr. pareil. Ils ont fait banco. Et du coup, la série a été diffusée, elle a Et cartonné. elle a eu c'est l'aura super. qu'elle a aujourd'hui. Exactement. Totalement. Mais c'était un peu, voilà. Et moi, je suis content. Moi, je me Ouais. retourne pas forcément en arrière aujourd'hui sur ce qui a marché, ce qui a pas marché. Mais voilà, moi, je continue d'avancer. Et comme je suis en même temps fan, Ouais. donc j'achète beaucoup de mangas, même des autres éditeurs. J'en lis énormément. Moi, je suis content, même quand j'ai pas un titre que j'ai demandé. S'il sort, moi, c'est le premier truc qui me fait plaisir. Et puis après, il y a une autre raison, c'est que comme j'ai commencé très très tôt, avant qu'il y ait des fans de manga, j'étais déjà là. Ouais. Il y a un truc sur lequel j'ai vraiment beaucoup souffert, c'est la haine Oui. du Japon, la Ouais. haine des mangas. J'ai vraiment vécu ça. En plus, j'étais le premier à travailler dedans. Il y avait un magazine en fait à l'époque où j'ai commencé dans le Club Dorothée, qui s'appelait l'événement du jeudi, qui m'avait quasiment insulté à l'intérieur parce qu'ils avaient dit que je connaissais le manga et je n'essayais pas de, en gros, les faire disparaître ou changer ça dans l'émission. D'accord. Voilà. Ouais. Et ça, je l'ai beaucoup vécu à l'époque. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois le succès du manga, je suis content parce que je me dis tous ces vieux cons, tu vois, qui disaient ça marchera jamais, ces trucs avec des grands yeux, mais ça intéresse qui voilà, j'ai entendu des trucs hallucinants. Et aujourd'hui, c'est une belle revanche. Voilà. C'est une belle revanche. C'est un beau pari. Exactement, c'est un beau pari. Bon, alors après, la moitié de ces gens sont morts aujourd'hui ou s'en foutent, ont oublié ça. Mais dans mon fort intérieur, je suis content. Je suis content qu'il y ait des gens qui arrivent à lire des mangas dans le métro, qui arrivent dans un lycée à avoir son manga sans qu'on le pointe du doigt en disant « Ah, c'est le débile, machin, etc. » Moi, je trouve ça super. Mais alors, je trouve que dans tout ce que tu dis, c'est aussi ça le but d'un éditeur. C'est incroyable parce que moi, dans les insides, je veux devenir éditeur. Je veux bosser dans l'édition plus tard. Et le côté transmission, au final, c'est ce qu'il y a de plus important en fait dans ce métier-là, non ? Oui, après c'est compliqué parce que j'ai vécu ça en tant que fan de Star Trek. C'est que quand un milieu de fans commence à devenir très très gros, on a des gens qui continuent à être très aidants, très prévenants, très accompagnateurs, etc. Et il y a l'autre sens aussi, des gens qui veulent garder ça pour eux, qui sont le côté élitiste. Le côté élitiste, moi c'est un truc qui me fait beaucoup de mal, l'élitisme dans le manga, parce que les gens se rendent pas compte en fait d'où on vient pour le manga. On vient 30 ans, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Ça a été très difficile. Encore aujourd'hui, le fait que sur TF1 il n'y a pas de dessin animé japonais, sur France 2 il y en a pas, montre qu'il y a encore du chemin, et pourtant 30 ans s'est passé. Totalement. Et à l'époque, c'était des gens à la fin du Club Dorothée, c'était des gens qui avaient banni le dessin animé japonais, plus jamais ça passera à la télé. Il y a eu des tentatives qui ont été faites. Totalement. Mais c'est pour ça que l'élitisme me fait beaucoup de mal, parce que je trouve que les gens devraient être fiers, au contraire, devraient se dire je veux partager ça, je dirais pas que c'est une guerre contre le reste, mais dire c'est nous, on fait partie d'un club. On fait partie d'un club et voilà, on est le club des mais je dirais qu'on est élitiste pour les gens qui aiment ça, pas J'entends. On doit, si tu aimes ça, automatiquement je te prends sous mon aile. Si tu détestes ça, tu vas pas être mon ennemi, tu vas être l'ennemi de toute ma congrégation. Voilà. C'est plus dans cette idée, parce que par exemple, les gens s'en rendent pas compte, mais les plateaux de télé, il y avait des chaînes que j'avais mis, des chaînes de télé où à l'époque j'avais mis en bad trip, good trip. Voilà, c'était des chaînes où si tu y allais, tu savais que tu allais te faire défoncer. Quand il y avait une cosplayeuse qui arrivait et que l'une des premières questions qu'on lui posait, c'est vos cheveux colorés, vous les gardez comme ça dans votre vie de tous les jours, vous vous habillez comme ça pour aller... Non mais
Voilà, Oui, c'était c'est le genre de truc. ouais. Tu savais que tu allais aller en partie. Il fallait que tu gardes ton calme, C'est ça, que ça tu demande. puisses, puisque ces Ouais. gens n'attendaient qu'une seule chose, Ouais. c'est que tu t'énerves, etc. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, voilà, c'est quand il y a des gens qui sont élitistes envers d'autres fans de manga, c'est un truc qui me fait un petit peu de mal parce Ouais. que au contraire, ils devraient être prévenants parce que l'ennemi, c'est pas la personne qui aime la même chose que toi, c'est celui qui veut faire disparaître ce que tu aimes ou qui n'aime pas ce que tu aimes. Et bien, pour continuer dans cette idée-là, pour revenir au FIBD aussi, mais au salon en général, bien évidemment, il y a une pléthore d'éditeurs. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour voir ces éditeurs en vrai et discuter avec eux? Et est-ce que c'est ce que je demandais également aux autres personnes interviewées. Est-ce que c'est une logique de concurrence ou au contraire c'est aussi un moyen de rencontrer les autres et de créer un lien entre éditeurs? Non, en fait non, absolument pas, parce que le manga a beaucoup changé ces dernières années. Ouais. Pendant très longtemps, les éditeurs entre eux étaient très prévenants, très on est tous amis, tous copains, même si on est concurrents. Aujourd'hui, le manga a pris un tel poids au niveau des ventes qu'on est quasiment tous plus ou moins ennemis ou pas, etc. D'accord. Parce qu'on peut se faire un mauvais coup à chacun, etc. Donc c'est devenu compliqué. Alors, bien sûr, on a toujours des gens avec qui on est amis ou on est proche, chez d'autres éditeurs avec qui on s'entend, mais en général, c'est pas au FIBD qu'on est proche de ces gens-là. On l'est toute l'année. Oui, On mange ensemble, on discute ensemble, on échange, on parle de manga, de plein de trucs. Voilà, donc voilà, c'est voilà le FIBD. Je dirais que ça sert plus à voir où on en est. C'est une sorte de marqueur du niveau à la fois de la BD versus le manga, de la BD versus la BD, les éditeurs japonais, est-ce qu'ils viennent ou pas, voilà, parce qu'il y a des tendances. En réalité, les vraies tendances manga se font chaque année au Salon du Livre de Francfort en Allemagne. D'accord. Oui. Alors, la plupart des fans de manga l'ignorent, mais c'est là où tout se joue, tout se décide, c'est vraiment le salon. En fait, tous les éditeurs de manga viennent en Europe à ce moment-là, sont présents au Salon du Livre de Francfort. Tous les éditeurs français en général vont là-bas pour rencontrer les éditeurs, discuter, faire un bilan. Que ce soit ceux qui vont pendant l'année au Japon, comme ceux qui n'y vont jamais. Par exemple, pour les jeunes éditeurs, c'est l'occasion de rencontrer des éditeurs japonais. Ils ont tous leur stand. Les éditeurs coréens aussi maintenant ont la même chose. Comme de toute façon, c'est quasiment le plus grand salon du livre du monde. Donc tous les éditeurs de tous les pays sont présents là-bas. Pendant très longtemps, par exemple, je crois que c'était le vendredi, il y avait plein de jeunes qui venaient de partout en Europe avec leurs livres, leurs planches, leur portfolio, que ce soit de BD, de romans, parce que tout le livre est représenté, et qui faisaient la queue chez certains stands pour montrer leur travail. Waouh, ok, d'accord. Voilà, c'était vraiment le lieu de référence, parce que c'est là où il y a le plus d'éditeurs. Il y a même les imprimeurs qui sont présents, etc. D'accord. Et donc beaucoup de tendances se dessinent aussi à ce moment-là, parce que ça reste aussi l'occasion de discuter avec plein d'éditeurs japonais qu'on ne voit pas en temps normal, qui vont présenter des titres, parler de nouvelles tendances, comme par exemple en ce moment il y a ça qui commence à se développer, où on est en train d'aller sur... après, chaque éditeur a aussi son affinité avec certains éditeurs, un peu moins avec d'autres, mais c'est super parce que voilà, on peut échanger, et puis en plus c'est le moment où les éditeurs français, quand ils voient les éditeurs japonais, font un bilan de leur catalogue, de ce qu'ils ont fait pendant l'année, voilà, et du coup souvent il y a d'autres personnes qui viennent, qui sont des gens qui sont pas forcément dans la section internationale, qui sont par exemple d'un magazine comme le Shonen Jump ou d'un magazine qui a rien à voir, mais comme ça leur permet d'avoir un peu un feedback des tendances, voilà. Et pendant très longtemps c'était là aussi où les éditeurs achetaient les titres, bien avant qu'Internet n'existe, ou en tout cas que les mails n'existent. On envoyait ce qui s'appelait des fax. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on voulait en fait un titre, il y avait deux solutions. Il fallait envoyer un fax, ça mettait un temps fou à l'éditeur qui répondait par fax, ou fallait aller dans le salon du livre de Francfort, où il y avait Bologne pour la deuxième tendance, mais plus Francfort, en arrivant avec ses documents, en disant oui voilà, je veux ce livre-là. L'éditeur disait ben ouais, il est disponible, vous pouvez le prendre. Il regardait sa petite liste, où il disait ah c'est dommage, l'éditeur français qui vient de passer juste avant a fait la même demande, je lui ai dit ok, donc voilà, c'est dommage. Mais c'était comme ça que ça se passait à l'époque. C'était vraiment très très proche, ou alors on se
se précipitait, comme c'était un truc de fou, on se précipitait au Japon à toute allure pour aller voir l'éditeur en disant oui, je voudrais ce titre-là, est-ce que c'est disponible? Alors l'éditeur, ils étaient plusieurs dans une salle, ils faisaient voilà. Et puis il disait c'est disponible, pas disponible, etc. Voilà, c'était comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a les mails qui sont pour ça. Beaucoup d'éditeurs il y a certains éditeurs qui ont des agents en France. Oui. Et puis après, maintenant, il y a plusieurs tendances. Par exemple, Bologne a été remplacé par Japan Expo. Par exemple, Japan Expo, il y a de plus en plus d'agents qui viennent à Japan Expo pour proposer, pour échanger, etc. Donc, le manga a vraiment beaucoup changé et c'est devenu vraiment un vrai mastodonte économique. D'accord, très bien. Bon, la dernière question, à nouveau, que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Sur ton stand, pour Delcourt Tonkam, quel est le titre que tu recommanderais aux auditeurs, aux auditeurs, quel est ton titre préféré, que ce soit sur le stand ou même dans le catalogue en général de Delcourt Tonkam? Alors après, moi j'ai des tendances ou des goûts sur des genres bien précis parce qu'ils sont, par exemple, en ce moment, il y a une série que je sors, que j'adore, qui s'appelle Hero Skill. Oui. Achat en ligne. Totalement. Parce que c'est un truc mais qui est complètement barré, avec un gars qui se retrouve dans un autre monde et qui a accès à une boutique en ligne et qui peut se commander à manger, faire à manger, et du coup comme il était salaryman, il se faisait chier, là il peut faire sa passion, sauf que sa bouffe est tellement bonne que tout le monde veut manger sa bouffe. Donc au départ c'est une sorte de Fenrir, un chien loup hyper puissant, ensuite un dragon, et puis après il y a un dieu qui découvre, une déesse qui fait des sucreries trop, donc il dit je t'accorde un pouvoir si tu m'envoies chaque semaine un pack de bouffe. Elle fait ça, il y a ses copines déesses qui découvrent ça, il y en a une qui demande des produits de beauté, une autre qui demande de l'alcool, celle qui demande de l'alcool, il y a des dieux qui découvrent en fait que elle boit de l'alcool qu'ils ne connaissent pas en tant que dieu, donc qui s'incrustent pour lui demander est-ce que t'as pas d'autres boutiques en ligne, j'ai vu que dans ton monde il y avait ce qu'on appelait des boutiques de spiritueux, est-ce que tu peux nous commander du whisky, ces trucs machin qu'on puisse goûter. Voilà, c'est complètement barré, mais c'est génial, c'est atypique. Voilà, ça fait partie du genre de titre que j'aime. Bon, alors il y a Jojo que je recommanderais toujours parce que Jojo c'est le bouquin qui est incontournable. Totalement. Il y a quoi d'autre que j'aime beaucoup? Alors à ce moment, j'aime aussi les séries où il n'y a pas un seul héros, il y a plusieurs héros à l'intérieur qui se passent dans un collège. Alors ça a trop de mémoire de vieux, est un loser, ça me reviendra. J'aurais pas le nom. Voilà, et donc là c'est pareil, c'est un mec qui qui passe sa vie aux jeux vidéo parce qu'il trouve que les humains c'est tous des menteurs, ils sont pas intéressants. Et un jour, le numéro 2 du Japon en jeu vidéo, parce que lui il est numéro 1, découvre veut le rencontrer, et il découvre en fait que ce mec-là, en fait, il se laisse aller, il laisse vivre, il est naze, etc. Et elle est déçue parce qu'elle pensait que c'était un battant, etc. Et donc elle décide d'en faire un battant et de le prendre en main pour lui faire découvrir que la vie peut être aussi comme un jeu vidéo, et elle lui donne des missions quotidiennes. Tu dois parler à 3 personnes aujourd'hui avec plus de 5 mots, etc. Et le fait évoluer. C'est du feel good. C'est du feel good aussi d'une certaine façon. Et puis il y a Rooms qui arrive au mois de pour les gens qui n'ont pas envie de stress dans la vie, qui ont juste envie d'un peu décompresser. Voilà, c'est un titre qui est un peu original, etc. Super. Voilà. Merci beaucoup Pascal Lafine, directeur éditorial des éditions Delcourt Tonkam. Merci beaucoup. Et de Keybooks, effectivement. Voilà, je vais pas parler de Keybooks beaucoup. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour. Voilà, exactement. Mais Keybooks, ça vient d'une tendance que j'ai eue qui était les dramas coréens. D'accord. Et qui m'ont amené, j'étais fan de dramas coréens. Du coup, j'ai été en Corée pour découvrir le pays où on tournait ça. Et puis là-bas, je suis tombé sur un petit webtoon qui s'appelait Solo Leveling. Et je me suis dit, je sais pas comment je vais le publier en France. Je vais l'acheter en cachette. Et puis, à un moment donné, je vais le sortir comme par hasard. Et puis, du coup, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à sortir. C'est aussi une des raisons. C'est parce que en fait, je fais du manga. C'est un bouquin coréen qui n'existait pas en version papier à l'époque. Et je savais pas comment j'allais le publier. Donc, je l'ai gardé de côté pour trouver une solution pour le publier. Entre-temps, mon patron a découvert le webtoon en ligne et a voulu faire une plateforme de webtoon. Et là, j'ai fait...
Et ben il s'avère que par hasard j'avais acheté, mais c'est vraiment le hasard, hein, le plus Sachant total. que Solo Leveling, enfin on lui connaît le succès qu'il a aujourd'hui, sacré coup d'avance à nouveau. Ben, c'est justement pour ça que je disais que j'essaie toujours de... Voilà, et c'est pour ça que j'avais pris d'autres titres comme Secrétaire Kim, True Beauty à l'époque, parce que c'était des titres que j'avais trouvés qui étaient... voilà, et puis en plus, j'ai vu le webtoon un peu comme le manga il y a 30 ans. Le manga il y a 30 ans, en fait, on se rend pas compte, mais c'était confidentiel. Les premiers mangas étaient vendus dans des boutiques de comics américains et vendus au format comics. D'accord. En fait, quand on prend, je sais pas, Akira, Appleseed, etc., c'était des formats qui étaient proches du comics américain parce que c'était vendu dans des boutiques de comics à des lecteurs de comics. Et ben le webtoon, c'est exactement la même chose. Les premiers webtoons ont commencé, j'ai essayé de trouver un autre public, mais aujourd'hui, il y a plein d'éditeurs qui se sont jetés dessus et qui vendent le webtoon à des lecteurs de manga. Il y a des lecteurs de manga qui lisent du webtoon, mais c'est plus le même public. C'est plus le même public. Le webtoon va trouver son lecteur, le webtoon a ses lecteurs. Si on n'aime pas du webtoon, c'est pas grave. Bien sûr. C'est juste parce qu'on n'est pas le public pour. Il y a un public pour, il va y avoir un public pour. Et si on aime à la fois le manga et le webtoon, c'est qu'on est quelqu'un de très ouvert. C'est génial. Voilà, on n'est pas ses parents. Parce que c'est toujours ce que je dis, c'est que il y a toujours une génération qui se crée et que les parents ils comprennent pas. Moi, c'était le fameux truc du manga où il y avait les parents qui disaient à leurs enfants c'est nul, la BD française c'est de la vraie BD, le manga c'est naze. Les parents qui disent à leurs enfants le webtoon c'est nul, c'est moche, c'est naze, etc. Et ben vous êtes devenus vos parents. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ce n'est pas grave, mais c'est une continuité. Totalement. Et vendre du webtoon forcer en tout cas le webtoon, le lecteur de manga, c'est un non-sens, exactement comme on a fait avec le comics et le manga, parce que si on est fan de manga, c'est pour une raison, on va pas laisser le manga pour lire, on peut lire les deux, mais on va pas abandonner l'un pour l'autre. Exactement. Voilà, donc il n'y a rien de dramatique, il y a des super trucs, c'est juste que le manga, c'est le webtoon, c'est un peu un étage au-dessus, dans le sens où le manga c'était déjà un produit commercial, dans le sens où il y avait les magazines de prépublication, la petite fiche pour voter, chaque semaine, si ça se vend, ça sort en tankobon, si le tankobon se vend, ça continue, si ça se vend pas, ça s'arrête au bout de 3 numéros. Mais le webtoon a franchi une échelle encore au-dessus, ça se fait à la semaine, si les gens payent, ça continue, si les gens arrêtent de payer, ça s'arrête, etc. Donc oui, c'est une continuité, c'est aussi pour ça que le webtoon a moins de sujets variés que le manga, c'est normal puisque c'est le lecteur qui décide. Le manga, il y a plein de mangaka qui vont prendre des risques. Il y a des titres qui se vendent moyennement, mais l'éditeur continue parce qu'il y a des lecteurs. Tant que ça rapporte un peu d'argent, on continue. Si ça rapporte pas, on arrête. On va pas faire de cas du titre. On est sans pitié. Il y a plein de séries qui se sont finies sans avoir de fin. Et le webtoon, c'est un peu la même chose. Tant que ça marche, on continue. C'est juste que ça s'est resserré encore plus sur des gens. C'est un peu comme s'il y avait que le Shonen Jump qui existait dans... Il n'y avait pas les 360 autres magazines qui existent. Il y en a moins maintenant parce qu'avec les magazines en ligne, ça s'est baissé en l'espace de 20 ans. Il y a beaucoup de magazines qui ont disparu. Je ne sais plus maintenant combien il y a. Mais il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Par contre, en revanche, il y a beaucoup de magazines en ligne qui se sont créés. C'est plus le même modèle économique. Et puis après, il y a le webtoon qui fait beaucoup de mal aussi au Japon. En fait, on n'y pense pas. Mais on a l'impression que le webtoon c'est qu'en France, mais au Japon il y a beaucoup de webtoons. Il y a des plateformes. Picoma, c'est une plateforme à la base coréenne qui est devenue une plateforme japonaise et qui fait énormément de webtoons et de mangas et qui prend aussi beaucoup le lead. Donc au Japon, les éditeurs se mettent à créer leur propre plateforme. Par exemple, Shueisha a créé une plateforme qui s'appelle... il y a eu Manga Plus pour le côté manga. Toon, ça s'appelle Toon quelque chose. D'accord. C'est Mangatoon, je crois. D'accord. Il me semble c'est Mangatoon qui est une plateforme de webtoon qui leur appartient pour développer du contenu webtoon. D'ailleurs, ce qui est génial avec cette plateforme, ça serait tellement bien si on pouvait le faire en France. En fait, il y a des mangas qui sont déjà sortis, mais ils ont fait des versions couleurs
mais avec des belles couleurs, oui. pas les couleurs du e-mode d'il y a quelques années, fait sur Photoshop. Ouais. Là, c'est des belles couleurs qui sont faites, et il y a plein de mangas qui existent maintenant en version couleur complète, etc., qui sont disponibles sur ces plateformes, mais que pour les versions numériques, pas pour les versions papier. Voilà. Ok. Et c'est un truc à découvrir. Eh bien, allez découvrir. Voilà. Allez découvrir, chers auditeurs. Merci beaucoup, Pascal Lafine. Mais c'était un plaisir. Eh bien, on continue notre aventure d'Angoulême et Pascal, très bon festival. Eh ben, ouais, c'est bien. Bon, pour ma part, c'est bientôt fini parce que moi, je faisais surtout les rendez-vous Corée, Japon, parce que comme à Angoulême, il y a une section internationale maintenant. Donc, du coup, c'était l'occasion à mi-saison de rencontrer les éditeurs et de discuter un petit peu. Parfait. Voilà. Ça s'est bien passé? Oui, très très bien. C'était super. Bon, parfait. Merci beaucoup. Et voilà, après cette interview ô combien passionnante, d'ailleurs merci énormément à Pascal Lafine à nouveau pour sa participation, j'ai décidé d'abandonner Manga City. Et oui, ça y est, j'en avais marre. Ou quoique, peut-être pas tant que ça. Mais il m'est venu à l'idée d'explorer différents coins d'Angoulême, de la ville principale, du centre-ville, mais aussi de faire un tour au vaisseau Mobius, où se trouve une expo pas comme les autres, celle d'un oiseau, non, d'un avion, non, celle de Superman, où nous avons découvert, durant, on va dire, 3 ou 4, la vie incroyable de ce héros qui a traversé les générations, entre Daily Planet, sa ville de Smallville, justement, et ses aventures contre Lex Luthor, ces différentes planches et différentes remises en contexte qui nous sont présentées avec une scénographie, ma foi, incroyable. Ça, c'était pour le vendredi, mais le samedi, il y avait une autre masterclass, la dernière, que je vais vous présenter. J'aurais pu vous parler de John Romita Jr., mais une fois, c'était déjà assez. Effectivement, il y avait la masterclass de Makoto Yukimura, que vous connaissez très certainement, pour Vinland Saga, édité depuis 20 ans aux éditions Kurokawa. En effet, durant cette masterclass, ça a été l'occasion pour lui, tout comme pour les autres, de revenir sur son œuvre, sur ses œuvres. Il faut savoir que ça fait déjà 13 ans que Makoto Yukimura était venu pour le festival d'Angoulême, c'est-à-dire en 2010. Et donc il fallait rafraîchir tout ce qu'il avait pu construire à travers ce manga, parce que combien de choses se sont passées en 13 ans. Et donc, pour ce qu'il a sûrement dit en 2010, faisons un vite résumé. Eh bien, c'est un enfant des années 80, un lecteur de Dragon Ball, de JoJo Bizarre Adventure, mais il nous a vraiment appuyé l'influence qu'avait Hisashi Sakaguchi sur toute son œuvre. En effet, c'est à travers lui que on découvre un trait pour jeunes enfants, mais avec des moments adultes. Ce ton sérieux, ça va marquer toute son écriture à travers Vinland Saga, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Puisque, en effet, d'autres influences vont notamment le pousser à développer un discours pacifiste. Ses œuvres, ça va être Ken le survivant, parce que effectivement, derrière la violence, il y a des leçons de justice et de paix, ce qu'on retrouvera d'ailleurs avec Vic le Viking. Forcément, il s'en est amusé, et il a dit que s'il devait y avoir un procès, il assumerait toute responsabilité. De même, ça a été pour lui l'occasion donc de revenir sur sa première œuvre, Planète, qu'il a débuté à ses 22 ans. Ok, ça va, j'ai encore la chance. Je peux encore lancer ma carrière de mangaka. Mais effectivement, on voit déjà l'esprit du sensei, puisque il décida de se lancer dans la hard SF suite à la lecture d'un bouquin qui parlait des déchets dans l'espace. Ainsi, avec Planète S, car c'est le bon nom, il souhaite aborder un discours écologique et en rendant hommage à des histoires comme 2001 Night Stories. Vous l'avez compris, donc c'est un récit clairement inscrit dans la hard SF, ce qui lui a permis de s'améliorer et surtout de ne pas hésiter à oser, ce qu'il conseille d'ailleurs aux personnes qui veulent se lancer. Mais allons de suite à Vinland Saga, vous l'aurez compris, ce n'est pas de la hard SF, c'est du viking. Mais ça lui a été grandement bénéfique, puisque Planète S, lui a permis de travailler son trait, et surtout il explique que bien que Vinland Saga
nécessite pas mal de storyboard, il fait aussi confiance à sa spontanéité pour créer des moments clés comme certains événements avec Askeladd que vous connaissez si bien. De plus, il a évoqué son intérêt à être dans un mensuel au lieu d'un hebdomadaire, puisque avant il était dans le Weekly Hebdo, il me semble, si je lis bien mes sources, puis il est passé sur l'Afternoon, 2 magazines à destination des plus jeunes, mais justement l'occasion pour lui de confronter les enfants à la violence et à l'injustice. Yukimura, il l'explique, à travers le personnage de Thorfinn, c'est un discours pacifiste qui est mis en avant, notamment à partir de l'arc des esclaves, et Yukimura conclura avec cela. En fait, Vinland Saga est pour lui le moyen de valoriser la paix, et ce qui lui permet, à la fin de l'arc de l'esclavage, de développer un nouvel univers, de développer une nouvelle histoire, teintée de liberté et de légèreté. Si la conférence vous intéresse, je vous invite notamment à aller voir les différentes rediffusions sur la chaîne de Kurokawa qui font état du passage de Yukimura. D'ailleurs, en parlant de Kurokawa, j'aimerais que nous concluions cette journée au FIVD, ce week-end au FIVD, avec ma toute dernière invitée, Alexandra Vagnon, des éditions Kurokawa. Alors, tout le monde, vous l'avez sûrement entendu, normalement si je suis assez bon au niveau du montage, c'est-à-dire que j'ai visité un peu le festival alors que je viens d'arriver en réalité. J'ai la très grande chance d'avoir quelqu'un que vous avez déjà rencontré il y a à peu près 6 mois, ouais je crois que c'est ça, c'était il y a 6 mois. J'ai le plaisir de recevoir Alexandra Vagnon, qui est responsable événementiel et libraire chez Kurokawa, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On s'était vu pour le festival Philosophia en juin. Exactement. Ça va bien depuis ? Oh, depuis, tout va très bien. Bon, parfait. Alors, Kurokawa, c'est un peu la star du festival, vu que vous avez effectivement la star des mangakas, si on peut dire, l'auteur de Vinland Saga, Makoto Yukimura. Qu'est-ce que ça fait d'avoir quelqu'un de cette trempe sur le salon ? Et ben pour nous c'est plutôt une super opportunité parce que ça fait très longtemps qu'on n'était pas venu à Angoulême. Je pense que la dernière fois ça devait remonter à il y a 5-6 ans et on n'avait pas d'auteur. Donc là le fait de venir, d'avoir en plus l'auteur star avec l'expo qui va bien autour de l'univers de Vinland Saga, c'est vrai que pour nous c'est assez incroyable. Ça nous permet de voir le festival sous un autre angle qu'on n'avait peut-être pas forcément eu l'occasion d'aborder jusqu'à maintenant. Et ça nous permet surtout de vraiment mettre en avant la série en elle-même et l'auteur. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que l'auteur était déjà venu en France à Angoulême, justement. Je crois que c'était en 2010, si je dis pas de mémoire, ça ne me rajeunit pas du tout, parce que c'était mon premier Angoulême. Et que donc, voilà. Et à l'époque, effectivement, c'était à l'Espace Franquin. Il n'y avait pas de zone Manga City comme on peut avoir maintenant. Du coup, c'est rigolo parce que pour moi, en plus, ça me permet de faire vraiment la différence entre ce qu'on a fait il y a plus de 10 ans, la vache, je veux même pas le dire comme ça, c'est horrible. On va ouvrir une cellule oui, voilà, un petit peu de soutien, que je sors de ma PLS, et de voir à quel point le festival a pris de l'ampleur, à quel point le festival a aussi développé vraiment le manga sous toutes ses formes, pour lui donner une place plus importante. Justement, pour cette édition, il me semble que c'est la 52e, ça fait beaucoup d'éditions. Alors effectivement, il y a la venue de Yukimura sur le salon, mais en général, qu'est-ce que fait Kuro ? Dans quoi Kuro a eu son importance dans l'organisation du festival et dans sa venue ? Pour cette année spécifiquement ? Ouais. Et ben en fait, la venue d'un auteur comme Makoto Yukimura et surtout l'association à une exposition d'envergure autour de l'auteur, ça se fait sur une relation de coproduction en fait avec le festival. C'est une implication donc du festival de la BD d'un côté et de son commissaire sur les parties expo qui est Fausto, qui s'occupe en fait de proposer les projets et de monter une scénographie autour de la série. C'est aussi lui qui s'occupe d'aller sélectionner les planches, vraiment sur une partie purement artistique, c'est lui qui va gérer. Et nous, de notre côté, on a la main sur toute la partie logistique événementielle, venue de l'auteur, accompagnement et du coup, nécessairement, organisation des dédicaces et notre stand, même si on fait pas les dédicaces sur le stand parce que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais l'idée c'est de pouvoir un peu coordonner tout ça sur différents événements. Surtout qu'il faut quand même garder en tête une petite chose sur le festival d'Angoulême qui est un
peu spécifique, c'est que le festival est vraiment étalé partout dans la ville. Tout n'est pas recentré au même endroit. Le manga est plutôt du côté de la gare, mais vous avez aussi des expos manga qui sont dans la vieille ville, en hauteur. Et putain, cette ville est designée pour tuer des gens, je vous jure. Les jambes, elles sont mais musclées à la fin de la journée. c'est musclé, puis on crache ses poumons. C'est-à-dire que la grande sportive que je suis est au bord de la crise d'asthme à chaque fois qu'elle essaye de monter, juste manger dans la vieille ville. Donc effectivement, c'est une spécificité en plus du festival, et ça permet donc d'avoir des endroits, des postes dans la ville où ils vont un peu déplacer tout ça. Et nous, on gère vraiment l'aspect logistique événementiel côté éditeur et donc côté auteur. Alors, tu parles de cette exposition, de cette venue, etc. Et notamment du fait que ça s'est organisé à 3. Donc, si j'ai bien compris, Kurokawa d'un côté, le FIBD, et aussi Kodansha, les ayants droit, si je me trompe pas. Comment ça s'organise la venue d'un auteur comme ça? Et surtout, sur quelle période? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes dans le processus Alors c'est un peu spécifique parce que justement concernant Angoulême, c'est pas la norme en fait. L'organisation qu'on peut avoir avec Angoulême n'est pas du tout la norme qu'on peut avoir avec d'autres salons. Alors je vais parler d'abord d'Angoulême. Là en l'occurrence, comme on est en coproduction, nous on a géré son planning, on a géré les interviews en lien avec l'agence de com du festival, et on a fait l'interface avec la maison d'édition japonaise, donc en l'occurrence la Kodansha effectivement. Mais en même temps, le festival de son côté a des contacts directs avec Kodansha, et donc on gère toute une autre partie du festival avec eux. D'accord. Et donc, ça implique en fait une communication entre les trois groupes qui est parfois pas forcément évidente parce qu'on n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes, et qu'on ne va pas forcément s'organiser de la même manière non plus pour préparer tout ça. Donc effectivement, c'est très très particulier et c'est vraiment spécifique à Angoulême. Angoulême en plus dispose d'une personne qui est japonaise, qui s'appelle Shoko Takahashi, qui elle fait l'interface entre le festival et la maison d'édition japonaise, enfin les maisons d'édition japonaises, parce qu'on n'est pas le seul auteur invité, et après peut nous relayer les informations en parallèle. Sur les autres festivals, de manière générale, sur les autres salons, en fait, on voit avec le salon s'ils sont d'accord pour faire inviter un auteur. Donc, on en parle, on définit ensemble sur un plan purement éditorial qu'est-ce qui les intéresse eux et qu'est-ce que nous, on peut leur proposer. Et une fois qu'on est d'accord sur un auteur, c'est nous qui lançons l'invitation en appui du festival et c'est nous qui gérons tout. Donc, il n'y a qu'un seul intermédiaire, en fait, entre la maison d'édition japonaise et le festival. C'est nous. D'accord. Et c'est nous qui faisons le filtre entre les demandes des uns et des autres. Donc là, vraiment, la configuration festival Angoulême, c'est très très spécifique pour le coup. Très bien. Alors, Yukimura oblige, mais il y a plein d'autres auteurs. Je pense à Go Utanabe chez Kiyun ou Kamome Shimahara pour l'atelier des sorciers chez Pika. Ces auteurs, est-ce qu'ils viennent sur le festival, le temps du festival, pour découvrir ce festival, ou c'est aussi l'occasion pour eux d'explorer un peu la France, de se balader, peut-être même de faire des dédicaces dans d'autres villes sur d'autres périodes hors festival? Alors là encore, deux réponses. Désolée. Hein. Non. Alors en l'occurrence, pour parler spécifiquement d'Angoulême, l'auteur arrive quelques jours avant à Paris. Effectivement, il voulait rester un petit peu sur Paris et faire des recherches pour ses prochains mangas. Alors je sais pas si ça va rassurer les gens parce qu'en fait, ce qu'il nous a demandé en termes de visite, moi je pensais naïvement partir sur des trucs assez basiques, hein, la Tour Eiffel, Montmartre, Notre-Dame. Alors il a bien voulu faire Notre-Dame, mais par contre il m'a expressément demandé de faire les catacombes de Paris et le musée des égouts. Donc j'ai découvert à cette occasion que Paris disposait d'un musée des égouts. Je suis ravie. Très voilà, c'est ça. Paraît-il très agréable à faire, mais en termes d'odeur très compliqué. Donc il s'est baladé dans Paris et il a fait ces visites-là. Ensuite, en général, quand on est en coproduction ou même que de toute façon on travaille avec un festival, c'est le festival qui obtient la première dédicace. C'est réservé entre guillemets. Donc souvent, si on organise d'autres dédicaces dans cette période-là, c'est plus souvent après l'événement lui-même. On vient un peu étirer le temps de séjour de l'auteur. Et là, effectivement, nous, après, on a une dédicace sur Paris, mais c'est très, très rapide puisqu'il dédicacera le dimanche et le lundi, il reprend l'avion pour partir au Japon. Et donc, du coup, il y a effectivement cette possibilité d'élargir avant ou après pour qu'il puisse faire un peu de visite et qu'il puisse se détendre sur Paris. Pour parler plus spécifiquement de Yukimura, ce qui est aussi amusant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, donc il a fait Angoulême en 2010, donc c'était il y a quand même un petit paquet de temps. Il en garde un excellent souvenir. Donc lui, il avait hâte d'arriver à Angoulême et de faire tous les événements qui étaient affiliés à son manga, quoi. Ouais. Et tu l'évoques depuis tout à l'heure, c'est une coproduction, notamment pour justement l'exposition. Au niveau de cette expo,
Qui choisit les planches, l'espace scénique? Tu disais que c'était le FIBD tout à l'heure. Fausto, ouais. Exactement, Fausto. Est-ce que Kodansha et Kurokawa ont quand même leur mot à dire? Alors, pas vraiment en réalité. Par exemple, nous, on a eu la scénographie de l'expo et tout ce qu'ils voulaient faire en fait autour de ça relativement tardivement. Ça relève vraiment du précaré du festival. C'est là où ça rentre en scène cette sphère de coproduction. C'est que vraiment, c'est eux qui ont la main dessus et qui gèrent. Ils nous tiennent informés et surtout, en fait, ils sont en contact direct avec Kodansha, donc avec la maison d'édition japonaise, pour mettre tout ça en œuvre. Donc en fait, on ne vient pas donner notre avis dans la mesure où il y a déjà une discussion bipartisane sur ce sujet et que ça sert à rien qu'on vienne rajouter notre grain de sel, très clairement. Voilà. Nous, ce qui a été déterminé en revanche, c'est que l'expo serait autour de Vinland Saga et non pas autour de l'intégralité de l'œuvre de Yukimura, puisque comme vous le savez, Yukimura a publié d'autres mangas, et notamment Planète, qui est quand même assez connu chez Panini. Donc là, bon, 2 salles d'ambiance quand même, hein. Planète, Vinland Saga. D'un côté l'espace, de l'autre le Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. Pour la blague, il nous a quand même dit que son prochain manga, il envisageait de repartir vers la SF. C'était plutôt sympa. Donc peut-être en retour aux sources de ce qu'il a fait sur Planète, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc nous, la seule chose qu'on a vraiment clarifié avec eux, c'est le thème porté par l'expo. Et le thème porté par l'expo, c'est Vinland Saga et non pas Makoto Yukimura en tant qu'auteur au sens large. Alors, de manière générale, on va parler FIBD bien sûr, mais ça vaut autant pour Japan Expo et bien d'autres. Est-ce que c'est aussi une occasion pour toi, pour Kurokawa en général, de rencontrer les maisons d'édition je vais dire concurrentes, mais est-ce que c'est le bon terme au final, d'échanger avec eux, de savoir aussi comment se passe le salon pour eux? Alors, il y a de la concurrence nécessairement, mais en fait, le manga, c'est quand même plutôt une grande famille, enfin, même si ça fait un peu galvaudé de dire ça, c'est quand même vrai. Les organisateurs de salons, on se connaît tous la plupart du temps, et on a plutôt tendance à essayer de se simplifier mutuellement la vie que de se mettre des bâtons dans les roues. Donc on n'intervient pas évidemment sur les auteurs qui vont venir, les auteurs qui sont invités, tout ça, ça reste des secrets qui sont en général bien gardés, mais une fois que l'organisation commence à être un petit peu plus fluide et qu'on a un peu plus d'informations sur le planning, sur ce qui va se passer, etc., ça arrive qu'on s'appelle les uns les autres pour au moins se caler et faire en sorte que nos dédicaces ne se chevauchent pas. Alors, évidemment, c'est pas toujours possible, malheureusement, parce que tout est soumis à validation avec les Japonais et que donc on peut pas forcément faire comme on veut. Mais dans la mesure du possible, on essaye de faire en sorte que ça ne se chevauche pas, que nos distributions de tickets soient aussi, pour accéder aux dédicaces, ça se fasse aussi à peu près convenablement et que ça ne se chevauche pas non plus. Voilà, on essaye de se coordonner. Je dis bien on essaye parce que, voilà, encore une fois, c'est jamais toujours très, très évident. Mais on travaille tous dans le manga et donc surtout on a une très bonne compréhension de ce que les autres peuvent avoir à travailler avec les Japonais, les contraintes qui peuvent être les leurs. Et du coup, c'est plus simple de se filer un coup de main que de se rentrer dans les pattes, quoi. Ouais, effectivement. Et alors justement, on parle là des maisons d'édition, mais je me souviens parce que pour les Inside, on a déjà eu l'occasion de travailler tous les deux, notamment pour Japan Expo 2023. C'était aussi l'occasion pour des libraires et des influenceurs de te rencontrer en fait et d'échanger pour avoir enfin une image concrète de Kurokawa qui passe pas par des mails ou des messages privés. Tout à fait. En fait, les salons, il y a une autre dimension qu'on voit peut-être pas forcément, mais qui est une dimension professionnelle qui est plus ou moins développée selon les salons. Vous avez des salons très spécifiques comme le salon du livre de Paris ou même Quai du Polar qui ont des journées pro, qui sont vraiment réservées au public des professionnels, qui font des rencontres, que ce soit pour vendre des droits, pour échanger des informations ou tout simplement pour se tenir au courant de l'actualité littéraire qui est faite dans tel et tel domaine. En ce qui concerne le manga, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que sur les salons, que ce soit à Montreuil d'ailleurs, où on est présent également, ou Japan Expo, souvent on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir des informations sur les titres qu'on va publier, les événements qu'on va faire. Et à côté de ça, on va aussi avoir des gens qui vont venir dans une optique parfois un peu plus surprenante. C'est-à-dire que moi, de plus en plus sur les salons, je rencontre des profs qui me demandent de venir faire des formations manga à leurs élèves, qui me demandent de venir en parler avec eux, parce que le manga est devenu au fil du temps une porte d'entrée pour la lecture qui est assez importante et qui permet un peu de ramener certains enfants ou certains ados à la lecture. Et c'est une super nouvelle parce que ça veut dire que
que au-delà de ce qui est proposé en termes d'offres éditoriales, on a aussi une capacité à capter un public qui souvent est quand même assez jeune et qui est assez passionné également et qui lit beaucoup de mangas. Donc ça nous permet nous de venir présenter nos catalogues et de faire un petit laïus, une petite explication sur les origines du manga, sur la diversité des genres, voilà. Et ça, moi je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir le faire. C'est à la fois au niveau des profs et à la fois on peut l'avoir aussi en bibliothèque, médiathèque. C'est aussi beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous demandent à créer des clubs manga en fait. D'accord. Et là, on est en plein FIBD. Tu l'as évoqué, ça demande un certain temps de préparation au niveau de l'expo, etc. Mais de manière générale, un salon, en fait, comment tu le prépares ? En termes d'équipe, en termes de goodies, en termes de même à partir de quand tu commences à réfléchir à ce salon ? Oula, vaste question, très très vaste question. Alors, on va commencer par un truc assez basique, la temporalité. L'avantage des salons, c'est que bien souvent, ils sont cantonnés à une période précise, et donc c'est assez facile de mapper l'année, enfin du moins de l'organiser de manière à avoir des grands temps forts là-dessus. En général, en ce qui concerne le manga, pour parler purement de Kurokawa, nous on fait Japan Expo, ça c'est en juillet. On va avoir tendance à faire Polymanga en Suisse, à Lausanne, ça c'est toujours sur le week-end de Pâques. On va faire Montreuil en fin d'année, donc ça c'est en novembre. Et puis on va avoir des salons ponctuels, donc là typiquement Angoulême, comme je vous le disais, on le fait pas tous les ans, donc c'est vrai que voilà. Si on vient en général, c'est plutôt sur un aspect purement professionnel et sans avoir de stand. Ouais. Voilà. Donc ça suppose une temporalité qui est relativement facile à faire. Pour donner un exemple sur Japan Expo, c'est 6 mois de travail en amont minimum. Ce qui veut dire que en gros en janvier, je reçois le dossier d'inscription, et là je parle vraiment de l'inscription sur la réservation des mètres carrés, etc. 6 mois à l'avance, enfin 6 mois et demi à l'avance. Mais la préparation d'un salon, ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi à l'avance. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi, quand on a notamment des anniversaires ou quand on a des perspectives très particulières sur la ligne éditoriale, de se dire bon, ça va être dans 1 an et demi, mais on peut peut-être préparer ci, ça, ce qui peut nous permettre en fait d'aller taper sur des goodies un peu différents, sur des choses qui demandent des process beaucoup plus longs à mettre en œuvre, mais qui peuvent donner un résultat vachement sympa au final. Donc ça, c'est pour la temporalité. Après, sur l'organisation. Alors là, waouh, on ouvre un chapitre qui est quand même... je vais aller assez vite sur ces sujets, mais en gros, donc on fait une réservation de mètres carrés, et ensuite je vais m'occuper de manière, alors pas exhaustive, mais de faire l'interface avec le standiste pour déterminer ce qu'on fait de notre stand, quelle va être la déco qu'on va faire, voir avec les éditeurs quelles sont les séries qu'ils veulent mettre en avant, quels sont les titres qu'on va vouloir mettre en avant. Au-delà des séries, on peut aussi avoir un tome en particulier qu'on va vouloir mettre en avant pour des raisons X ou Y. Et à partir de là, il y a tout le reste. Et alors là, le reste, c'est pareil, c'est la boîte de Pandore. En gros, ça va être un aspect purement technique, donc les invitations, les accréditations pour les équipes, ça va être l'électricité du stand, parce qu'il faut aussi alimenter le stand en électricité. Pensez à prendre un frigo, parce que vous avez toujours la dalle, surtout à Japan Expo, tu vois, et en plus il fait tellement chaud qu'on a tous envie de boire et qu'on boit de l'eau comme des trous. Sachant que Alexandre est particulièrement reconnu pour ses capacités à gérer ses équipes avec des quantités de bouffe hallucinantes, et ça a sauvé plus d'une personne. Non, mais la base d'un salon, c'est le gras, le sucre et l'eau. Mais je veux dire, soyons très clairs. Je ne peux pas envisager les choses autrement. C'est juste une question de survie. Voilà, c'est ça. Donc la diététique au placard, le diabète, merci. Mais ça aide bien. Donc effectivement, il faut quand même prévoir la nourriture pour les équipes. Et c'est aussi valable, enfin c'est particulièrement valable pour un salon comme Japan Expo qui est quand même à Villepinte au milieu de nulle part. Je suis désolée, mais soyons très clairs là-dessus. C'est quand même, il y a rien autour. Ouais. Rappelons que le centre commercial le plus proche, c'est Aéroville. Donc aller faire ses courses là-bas, c'est quand même pas évident. Le McDo. Voilà, le McDo d'Aéroville, merci. Mais du coup, ça suppose effectivement une organisation pour nourrir les équipes. Et en plus, si vous voulez, les pauses qui sont prises par les gens sont tellement courtes qu'on n'a pas le temps d'aller manger sur le salon. Parce que souvent, on me dit « Oh, mais c'est pas grave, il y a de la nourriture à Japan Expo. » Oui, mais nous, on n'a pas le temps d'y aller. Pour une petite information, juste de blague en passant, mais enfin, personnellement, en général, je déjeune à 17h. 16h30. Voilà, allez, 16h30, en général, j'ai le temps de manger 3 bonbons au fin fond de la réserve avec un paquet de chips. En gros, c'est à peu près ça. Mais ça fait partie du jeu et c'est plutôt amusant en soi. Et donc vous avez toute cette partie-là qui paraît un peu frivole, mais qui est quand même carrément indispensable. Et ensuite vous avez une autre partie. Donc une fois que vous avez l'électricité et que tout le monde est repu sur le stand, il faut aussi avoir les animations que vous voulez faire. Il faut aussi prévoir les goodies, parce qu'en fait la vraie spécificité du manga quand même par rapport à tous les autres salons, c'est que le goodies reste un indispensable et donc il faut réfléchir à ce qu'on veut faire et à comment on va le mettre en avant. Ça permet de pousser des séries, ça permet de faire plein de choses autour de ça. Et le dernier point,
et je pense que c'est le plus dur à gérer, c'est la commande de livres. Ouais. La commande de livres, c'est pour moi, c'est minimum 2 mois de travail parce que il faut réfléchir aux quantités qu'on va prendre, parce qu'il y a des salons sur lesquels le réassort n'est pas possible, ou parce que le réassort est limité, ou parce que vous pouvez le faire que sur une journée alors que vous avez eu que 4 heures pour évaluer vos ventes et que du coup c'est la merde, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est le plus dur, de pas surstocker, de pas sous-stocker. Ouais. Et ça se fait un peu au doigt mouillé aussi. Enfin, on va pas non plus dire qu'on a des recettes de grand-mère, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont très bons pour ça, c'est pas forcément mon cas, mais on croise en fait plusieurs informations pour essayer de déterminer les meilleures quantités à commander et avoir ce qu'il nous faut sur le salon, quoi. Quelle magnifique transition, parce que les 3 points que tu m'as soulevés, c'était mes 3 prochaines questions. Donc je suis très content. Tu parles notamment des animations autour du stand. Je pense par exemple l'année dernière, il y avait un stand de recharge de batterie avec un vélo pour le lancement de Ansel Sakamichi. D'où ça vient ce genre d'idée ? Qu'est-ce qui te dit je vais prendre telle série, je vais faire une animation, Alors ça c'est une petite dédicace à mon chef, Greg, si tu m'entends. Merci pour ces multiples idées, parfois totalement saugrenues pour faire des animations sur le stand. Bien souvent c'est lui qui a des idées et parfois je dis non. Ouais. Parce que je me rappelle notamment d'une année où Greg avait absolument voulu que je mette des trampolines géants et que je prenne des gens en photo une fois qu'ils étaient en hauteur en fait. Et moi alors j'ai plutôt vu le côté j'ai envoyé tellement de gens à l'hôpital qu'il faut que j'arrête immédiatement cette histoire, donc j'ai étouffé l'idée dans l'œuf, mais genre direct en disant non, là je mets un veto. Mais en fait on va avoir tendance à en parler au sein de l'équipe. L'idée c'est aussi de partir sur des séries qui sont des séries qui viennent d'être lancées, en général juin, juillet, enfin voilà des trucs assez récents. Et puis surtout on aime bien toujours avoir un photocall parce qu'en fait c'est vrai que c'est assez convivial pour les gens de pouvoir se prendre en photo avec leur héros préféré, leur personnage préféré, etc. Donc ça prend pas forcément beaucoup de place. Faut quand même avoir en tête que mettre en place une animation ça suppose d'y avoir réfléchi en amont, on est bien d'accord, mais surtout ça suppose de la place, parce que souvent ça prend énormément de place. J'imagine donc que c'est plus ou moins la même chose pour les goodies. Pareil, au Shinoko, il y avait eu des bracelets phosphorescents pour appeler les bâtons d'idol. On est sur ce même fonctionnement, c'est ça ? Ouais, alors on est sur ce même fonctionnement, mais avec des contraintes légales. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un cadre sur tout ce qui concerne le livre qui s'appelle la loi Lang et qui encadre notamment les goodies, qui encadre le coût que doivent représenter ces goodies. Donc c'est pas forcément évident, c'est souvent pour ça qu'on vous dit qu'il faut 2 mangas achetés pour avoir un goodies, c'est parce qu'en fait je crois que je sais plus quelle est la règle précise, mais une partie de la règle consiste à dire qu'il faut que ça ne revienne pas à plus d'un certain pourcentage du prix total de vente d'un manga. D'accord. Donc si vous en mettez 2, ça vous permet de gonfler un peu le prix de production de ce goodies pour que ça permette de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Et ça oblige beaucoup les éditeurs à se creuser la tête et à faire preuve d'une certaine gymnastique cérébrale pour trouver des idées. C'est pas forcément évident, mais c'est vrai que c'est marrant et puis c'est un côté très ludique. Et ça permet de se lancer parfois dans des trucs parfaitement improbables, donc j'avoue que c'est plutôt sympa, quoi. Et bien du coup, last but not least, avec un excellent accent anglais, niveau titre sur Kuro, tu disais qu'il y avait des commandes à faire avec une certaine jauge, une certaine mesure d'exemplaires sur site. Comment tu détermines les titres que tu vas ramener au salon ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le catalogue et on voit les titres phares, mais aussi des petites pépites. Je pense à Call of the Night. Il y a les nouveautés comme le Remède Impérial. Comment tu décides ? Je fais un ratio place-livre. Et des fois, je me dis que ça passe pas. Alors, c'est une blague sans lettres. Le premier tri se fait en fonction du public. Vous n'avez pas le même public sur Angoulême que sur Japan Expo, que sur Montreuil. Typiquement, à Montreuil, on va éviter de prendre les trucs qui tâchent. Ouais. Je vais éviter de prendre Goblin Slayer, même si je l'ai tenté quand même. Mais je vais éviter de le faire parce que c'est pas très adapté. Puis, j'ai pas envie d'avoir d'ennui avec les parents, moi derrière en plus. Montreuil, c'est le salon du livre et de la presse jeunesse, donc effectivement c'est quand même plutôt des ados type collège. On va avoir une gamme d'enfants qui va venir, ils sont entre le CE1 et la 3e. Enfin voilà, donc c'est quand même des tranches d'âge assez jeunes, donc on est obligé de faire un minimum attention. Après il y a des improbabilités, c'est-à-dire que très clairement à Montreuil, donc au salon de la jeunesse, je suis
pas obligée, mais de manière historique, je prends Vinland Saga, qui est quand même juste absolument inadapté à ce public, mais parce que Montreuil s'était pris d'affection pour ce titre et qu'ils l'avaient mis dans leur sélection des pépites, et que c'est un titre qu'ils adorent. Donc effectivement, il y a des choses comme ça que je suis un peu obligée, entre guillemets, de faire, même si on n'en vend pas forcément beaucoup. Mais donc voilà, il faut vraiment réfléchir en termes de public. Japan Expo, je sais que je vais pouvoir aller prendre des titres un peu plus obscurs qui marchent pas forcément dans l'année, mais qui à Japan Expo trouvent leur public, et j'avoue que ça c'est plutôt chouette en soi, notamment des titres comme Keijin Reijo, voilà, que je vais pas prendre sur d'autres salons, mais à Japan je sais que ça marche et je sais que les gens adorent, donc voilà, c'est très très chouette à faire comme ça. Et alors après c'est une vraie règle de 3. Alors, parce qu'après, comme je disais tout à l'heure, le côté doigt mouillé pour les quantités, ça fonctionne aussi pour les titres qu'on prend. Il y a des années où je vois qu'il y a des titres qui marchent plus trop, j'arrête de les prendre. Quand les séries sont finies depuis trop longtemps, je les prends pas non plus parce que ça sert à rien. Et puis ça prend de la place, donc à un moment donné, il faut aussi faire de la place pour les nouveautés. Donc là, l'idée après, c'est plutôt de réfléchir en se disant bon, j'ai fait en fonction du public, il me reste de la place. Je pense que je sais pas, tel titre mérite d'avoir un peu plus de place. Donc je vais le reprendre. Enfin, ouais, il y a vraiment une réflexion aussi en fonction de l'espace disponible, et c'est pour ça que je dis que ça relève de la règle de 3 vraiment, parce que c'est quand même pas forcément évident quoi. Ouais. Et je me souviens d'un exemple précis qui était My Happy Marriage. Il y a un élément qui on prend pas forcément en compte, mais qui a son importance, la sortie animée. Et c'est vrai que My Happy Marriage faisait un départ très correct, et on l'a vu à Japan Expo. La sortie en animé de l'épisode 1 quelques jours avant le salon a fait exploser les ventes, et heureusement les commandes avaient été faites en fonction. Oui, parce que j'ai des collègues qui sont gentils avec moi et qui me font la liste des animés qui sortent. Enfin, en fait, c'est pas qu'ils me font la liste des animés qui sortent, mais disons qu'ils me donnent les dates, parce que c'est surtout que moi, au bout d'un moment, en fait, je fais les commandes, je vous les fais 3 mois avant. C'est vrai que des fois, je ne réfléchis pas à ce qui va se passer 3 mois après. Enfin, j'ai pas forcément en tête les plannings, donc j'ai des collègues qui très gentiment sont là à me dire attention. Donc ça joue. Après, il y a pas que ça. Il y a ce que j'appelle les trucs chelous. Pas d'autres mots. C'est-à-dire que sur une série parfois de 26 tomes, 30 tomes, donc en général on prend beaucoup des premiers, des 4-5 premiers, on prend beaucoup des 4-5 derniers, parce que soit les gens commencent leur série, soit ils la finissent. Bon, les compléments au milieu, c'est plus ponctuel, donc on va beaucoup réduire en fait les quantités prises sur les tomes intermédiaires. Et vous avez toujours ce que moi j'appelle à Japan Expo le titre improbable. C'est-à-dire c'est un tome au milieu de ces séries fleuves, et vous savez pas pourquoi en 2 jours vous avez éclaté tout votre stock. Vous avez la même quantité que sur les autres tomes, il n'y a pas de raison particulière, mais celui-là, cette fois-là, le tome 12 de Moi quand je me réincarne en slime, tout d'un coup, voilà, tous vos tomes vous les avez éclatés, et vous savez pas pourquoi, c'est celui qui va partir tout le long. Le tome 14 des 21 de Vinland. Le tome 14 des 21 de Vinland. Alors après, il peut y avoir des raisons qui sont liées aux séries animées. Par exemple, si la série animée, la saison 2 par exemple, repart à partir du tome 14, là effectivement, bon, très bien, on fait un peu plus attention. Mais il y a des fois, il n'y a pas de raison en fait. Donc c'est vraiment insupportable. Et donc moi je suis là, j'en suis presque blasée. Moi je suis bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, j'abdique. Désolé pour les gens. Non mais j'abdique, il faudra aller en librairie, là je peux rien faire pour vous. Ok, super, merci beaucoup. Et petite question annexe, sur tout le stock que tu as ramené sur le FIBD, est-ce que tu as ton titre préféré? Quel titre tu recommanderais pour les auditeurs, le titre Kuro? Ça revient à demander à choisir quel est son enfant préféré. C'est très mesquin comme question. Mesquin, ouais, j'avoue, là c'est chaud quand même. J'aurais tendance à parler de Remède Impérial parce que je l'aime beaucoup et que c'est une nouveauté. Donc on va vraiment aller plutôt vers les nouveautés. Je vais passer les classiques chers à mon cœur comme Full Metal Alchemist ou Vinland Saga. Mais ouais, j'aurais tendance à dire sur les nouveautés Remède Impérial et Ramen à Kaneko, que je trouve hyper mimes. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. On a aussi du webtoon sur le stand, donc on a pris Seul la mort attend la vilaine et moi j'aime beaucoup la nouvelle chef de clan par exemple, voilà, qui sont des séries qui sont très sympas par ailleurs, mais ouais c'est un peu difficile de choisir quand même. Ouais, non, mais écoute, c'est très bien, c'est très bien. Ramen à Kaneko et le Remède Impérial, magnifique. Ouais. Merci beaucoup Alexandra. De rien, avec plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin, non pas de ce monde qui n'entend rien, mais du Festival international de la BD d'Angoulême. Avant de conclure cet épisode, je voulais remercier à nouveau sincèrement et du fond du cœur mes 3 invités, Rémi Poncé, Pascal Lafine et Alexandra Vagnon, qui ont eu
la gentillesse d'accepter d'enregistrer ces émissions, ces passages, ces interviews. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à laisser une étoile, enfin un certain nombre d'étoiles sur vos applications d'écoute, mais aussi à laisser des commentaires si cela vous chante. On se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode avec une autre invitée, mais vous le découvrirez en temps et en heure. Pour rappel, Entre Pods, c'est sur Instagram, YouTube, Threads, TikTok. Sur Instagram notamment, là où on fait toutes les annonces avec TikTok. Donc sur Instagram, _entre_pods_, le référencement, quel plaisir. Et Entre Pods sur TikTok, où on fait toutes les annonces d'épisodes. Donc, merci énormément d'avoir écouté cet épisode. Je vais terminer donc mon week-end au FIBD dans le train. Et oui, dimanche, il faut rentrer chez soi. Mais c'est avec énormément de souvenirs et de beaux moments passés que je vais vous quitter. Car n'oubliez pas, le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entre Pods au FIBD. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et à très vite. Ciao, ciao. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.